attendez de moi, c'est ce que je préfère faire actuellement, c'est-à-dire une posture d'historien du théâtre et non pas de commenteur des pièces de Molière. Donc, je vais essayer de faire ça, même si on aura l'occasion, évidemment, de parler du contenu même de certaines pièces. Et donc, je suis tout à fait, bien sûr, prêt à répondre à toutes les questions à la fin de cet exposé. J'avoue que j'ai pris beaucoup de notes. Enfin, non, j'ai même fait un plan, hein, un plan un peu bêta, qui fonctionne bien, quoi, comme tous les plans bêta. Et donc, je ne sais pas du tout combien de temps va durer l'exposé. Donc, c'est pour ça que, bon, si c'est court, les questions seront plus longues. Le problème, c'est que j'ai toujours tendance à répondre longuement aux questions. Donc, alors, la première question, alors, la place et le rôle des femmes dans la troupe de Molière. Donc, je vais commencer par un truc tout bête, qui est la chronologie des femmes dans la troupe et le choix des femmes. Alors, ce qui est évidemment intéressant de savoir, c'est que, tout le monde le sait, hein, mais je reviens là-dessus parce que c'est important de savoir que tout commence par une femme. Alors, cette femme, c'est Madeleine Béjart. Alors, on ne sait pas grand-chose sur... j'ai consacré un chapitre à la question de la vocation de Molière, et on ne sait pas grand-chose sur la manière dont il l'a rencontrée. Il est probable que ce sont des relations de voisinage. Tout le petit monde qui va constituer la première troupe de Molière, qui est créée en 1643, voisine dans le quartier des Halles. Et donc, comment a-t-il rencontré Madeleine? Est-ce qu'il a rencontré d'abord son frère aîné, Joseph, qui va rentrer dans la troupe lui-même? On n'en sait rien. Toujours est-il que Madeleine, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, elle n'était pas comédienne. C'était une sorte de... Elle a commencé comme courtisane, comme demi-mondaine au sens du 19e siècle, puisque je cite une phrase d'un roman d'Escudéry qui l'a décrit sous le nom de la Gébard. Vous voyez, Béjart, Gébard, la dénomination est transparente. Et donc, voilà, elle était, je lis la citation, donc je dirai après d'où ça vient exactement. Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d'esprit, elle chantait bien, elle dansait bien, elle jouait de toutes sortes d'instruments, elle écrivait fort joliment en vers et en prose, et sa conversation était fort divertissante. C'est pour ça que je dis que ça correspond très exactement aux grandes courtisanes comme Marion Delorme ou Ninon de L'Enclos du XVIIe siècle. Et de fait, à l'âge de 15 ans, on a failli lui faire épouser un homme de 50 ans pour des questions d'argent. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et quelques années plus tard, elle devient la maîtresse d'un très important seigneur de la cour de Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII, qui s'appelle le comte de Modène. Enfin, il est tantôt comte, tantôt marquis, tantôt seigneur. J'avoue que je n'ai pas vu un seul document où il avait le même titre de noblesse. Mais bon, le duc de Guise, avec qui il va faire une équipée à Naples pour reprendre Naples aux Espagnols en 1648 ou un truc comme ça, l'appelle tout le temps le baron de Modène, enfin peu importe. Toujours est-il qu'avec ce baron de Modène, elle a deux enfants, l'une Françoise, que le baron de Modène ou le comte de Modène reconnaît alors même qu'il est marié, c'est quand même très intéressant. Elle est baptisée à l'église Saint-Eustache, cet enfant, elle s'appelle Françoise, elle est reconnue donc et par le père, donc c'est un enfant adultérine au sens complet du terme, parce que le père marié, il a déjà un enfant qui s'appelle Gaston, parce que le parrain de cet enfant, c'est Gaston d'Orléans, le frère du roi, donc, et puis elle disparaît. Et puis il y en a une autre qui apparaît quelques années plus tard, qui est sans nom, qui est manifestement du même couple, et qui va s'appeler plus tard Armande. Elle reste, à mon avis, avec un nom, un petit surnom pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'en 1653, à Montpellier, il se retrouve plusieurs personnes, dont l'un s'appelle Armand, c'est Armand, prince de Conti. L'autre s'appelle Grésinde, c'est la femme d'un lieutenant général du quartier. L'autre s'appelle Claire, l'autre s'appelle Élisabeth, c'est la sœur du plus puissant seigneur le comte d'Aubijoux. Enfin bref, c'est pour ça qu'elle va tout le temps décliner ses noms, Armande, Grésinde, Claire, Élisabeth, ou Armande, Claire, Grésinde, Élisabeth, etc. etc. Bon, c'est celle qui va devenir la femme de Molière, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc, voilà, donc cette femme, elle commence... elle est assez séduisante pour être accueillie à la cour de Gaston d'Orléans avec Modène, avec lequel elle vit de façon quasiment maritale pendant plusieurs années. Et encore une fois, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'elle n'est pas comédienne.
mais elle a une aura qui fait que lorsque la troupe se constitue en 1643, la première troupe de Molière, et donc de cette famille Béjart dont je vais reparler dans un instant, eh bien, le contrat d'association, et on l'a toujours, hein, vous savez que si vous êtes intéressé par ce genre de choses, il y a comment dirais-je, un volume passionnant sans lequel j'aurais jamais pu faire la moindre biographie, hein, qui s'appelle 100 ans de recherche sur Molière, fait par deux archivistes, Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxwell-Milner, qui recensent tous les documents d'archives découverts depuis le 19e siècle. Pardon. Et donc, on a donc le contrat d'association fait devant notaire, parce qu'au XVIIe siècle, au XVIe siècle, sous l'Ancien Régime, tous faisaient devant notaire, et notamment des contrats d'association entre comédiens depuis le XVe siècle, je dis bien à la fin du XVe siècle, ça passe toujours devant notaire. Pour quelle raison? Parce qu'une troupe qui s'associe, eh bien, il y a des contraintes, notamment des contraintes de dédit, si jamais en cours d'année, puisque une troupe de théâtre, je reviendrai aussi bientôt, elle fonctionne, si je puis dire, quand c'est une troupe de campagne, elle se constitue pour un an en général. C'est-à-dire du lendemain de Pâques, c'est-à-dire, ben tiens, après-demain, jusqu'à la mi-carême de l'année suivante. L'année théâtrale au XVIIe siècle, à l'époque au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, je ne sais pas trop, mais l'année théâtrale, c'est ça. C'est-à-dire que au lendemain de Pâques jusqu'à la mi-carême de l'année suivante, théoriquement, tout devrait s'arrêter au carême. Hein. Mardi Gras devrait marquer la fin, puisque après le Mardi Gras, on n'a plus le droit de se marier, par exemple. On ne se marie plus devant l'église. Donc, théoriquement, on ne devrait plus faire de théâtre non plus, mais bon, vous savez que c'est en France, vous connaissez les Français, hein, la France, c'était déjà comme avant, c'est-à-dire quand il y a une règle, bien, on la contourne, on biaise avec, voilà. Il y a une règle sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, elle a mis 10 ans à être complètement appliquée, mais finalement, les choses s'appliquent. Bon. Et donc là, si je parle de ça, c'est parce que lorsque le contrat d'association de l'Illustre Théâtre est fait en juin 1643, on sait depuis janvier que Molière a déjà renoncé à la charge dont il avait, comment dire, dont il était le co-titulaire avec son père, qui est la charge de valet de chambre tapissier du roi ou tapissier valet de chambre du roi, au profit de son frère cadet. Ça veut dire qu'il veut devenir comédien. Il a récupéré une partie de l'héritage de sa mère, qui, vous le savez sans doute, est morte alors qu'il avait une dizaine d'années. Sans que probablement ça ait beaucoup de conséquences psychanalytiques sur lui, parce qu'au XVIIe siècle, on était élevé jusqu'à assez longtemps par la nourrice et non pas par la mère, surtout quand c'était une bourgeoise de la haute bourgeoisie, comme la famille Poquelin à l'époque. Donc, je ferme cette parenthèse et je reviens sur le fait qu'on s'associe donc devant notaire. Et une chose exceptionnelle par rapport à tous les contrats que j'ai pu voir, eh bien, c'est qu'on spécifie la répartition des rôles que l'on s'attribue. Et il y a une préséance chez les femmes, il y a trois ou quatre femmes, hein, qui s'associent dans l'illustre théâtre, et la préséance revient à Madame Béjart. C'est elle qui a le droit de choisir ses rôles devant tous les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle choisit tous ses rôles? Parce que c'est une question, je sais que Philippe m'a posée dans la liste de ce qu'il voulait me voir traiter. Est-ce que ça vaut pour tous ses rôles? Non, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que quand c'est une nouveauté, c'est toujours l'auteur qui distribue la pièce. C'est très important parce qu'évidemment, Molière, vous allez voir, je vais y revenir, dans ces troupes qui sont républicaines, c'est-à-dire chacun a une voix égale, que l'on s'appelle Molière ou Mademoiselle Ducroisy, qui est tellement nulle qu'elle va être virée de la troupe, c'est l'unique exemple qu'une comédienne soit virée de la troupe, eh bien, tout le monde est à part égale, je vais y revenir. Mais il se trouve que quand Molière écrit une pièce, eh bien, c'est lui qui distribue la pièce. En revanche, quand ils vont monter en 1667 à Attila de Corneille, c'est Corneille qui va distribuer la pièce. Quand ils vont monter la première pièce de Racine, la Thébaïde, et surtout la deuxième, Alexandre le Grand, c'est Racine qui distribue la pièce, ce qui explique que pour la première fois, la belle marquise Thérèse du Parc, la fameuse célèbre marquise, eh bien, va avoir un premier rôle, alors qu'avec Molière, elle n'avait jamais de premier rôle. Ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc, il y a une sorte de préséance, donc c'est quelqu'un
qui a une aura que n'ont aucune des autres comédiennes qui sont beaucoup plus jeunes. Et du coup, on en a déduit qu'elle avait été comédienne. Mais comme je viens de l'expliquer, on n'a aucune trace dans aucune troupe, aucun élément d'association comme quoi elle était comédienne. Et la citation des Scudéry, donc, qui apparaît dans ce roman qui s'appelle Almahide, ou L'esclave reine, qui paraît en 1660, qui est donc écrit par Madeleine et co-signé par Georges, et donc la désigne véritablement comme quelqu'un qui était susceptible, enfin, le fait de savoir jouer des instruments, de savoir danser, de savoir jouer de toutes sortes d'instruments, c'est vraiment révélateur de quelqu'un qui a eu l'éducation d'une femme dont on veut faire une courtisane. Et d'où sans doute les raisons pour lesquelles elle a séduit tout le monde dans ses premières années. Et donc, cette Madeleine Béjart, elle va s'imposer rapidement quand la troupe va jouer. Donc, l'histoire de l'illustre théâtre, vous le savez sans doute, c'est 2-3 ans. La troupe se constitue en juin, elle loue à la fin de l'été une salle pour pouvoir représenter. C'est un jeu de paume. Hein. Je rappelle à tout le monde que les seules salles de théâtre au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, ce sont des salles qui font 34 mètres de long sur 12 mètres de large, ce sont des rectangles. Et même la fameuse salle construite au XVIe siècle par les confrères de la Passion, confréries pour jouer des passions, c'est-à-dire des mystères, hein, et des passions de Jésus-Christ, et bien même la salle construite par ces confrères de la Passion, qui est la salle de l'Hôtel de Bourgogne, qui va devenir la grande salle des comédiens royaux à l'époque de Molière, enfin au XVIIe siècle, et bien même cette salle, elle fait 34 mètres de long sur 12 mètres de large, parce qu'en fait, le seul modèle qu'avaient dans leur tête les confrères de l'occupation quand ils ont voulu construire leur théâtre, c'était les seules salles publiques qui existaient alors, c'était les Jeux de Paume. Et je rappelle qu'il y avait à peu près 200 Jeux de Paume, si ce n'est pas plus, dans Paris. Et que dans chaque ville de province, il y avait, à Rouen, il y avait une douzaine de Jeux de Paume, dont 2 qui étaient en permanence, quasiment en permanence aménagés en théâtre. À Avignon, dans une petite ville comme Avignon, il y en a 4 ou 5 Jeux de Paume, dont 2 qui sont équipés, qui ont dans leur réserve de quoi des loges, des sièges, des tentures, enfin de quoi transformer rapidement le théâtre, le Jeu de Paume en théâtre. Et donc, ils louent un jeu de paume à la rentrée, c'est compliqué. Ils partent en tournée pendant que les travaux doivent avoir lieu à Rouen, parce que Rouen, c'est la ville la plus proche de Paris, hein, la grande ville la plus proche de Paris. On y va très commodément en suivant la Seine, hein, non pas il faut se défaire quand on imagine les comédiens de Molière et ses comédiens des images d'Épinal fabriquées à partir de ce merveilleux roman qui s'appelle Le Capitaine Fracasse, ou de ce non moins merveilleux roman, mais plus difficile à lire parce qu'il est plus ancien, qui s'appelle Le roman comique de Scarron, donc Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Hein, excusez-moi de mettre les points sur les i, mais si par hasard il y avait l'un ou l'une d'entre vous qui ne l'avait pas lu, ça vaut la peine de le lire, c'est un des plus merveilleux romans du XIXe siècle. Et donc, c'est pas ça. Je veux dire, une grande troupe de comédiens, enfin une troupe de comédiens qui est aisée, elle a des voituriers qui transforment. Elle n'a pas une charrette derrière avec des malheureux décors, des rouleaux de tapisserie, et qui après, bon, ils ont des voituriers, enfin ils passent contrat avec des voituriers qui transportent soit par chemin, soit le plus souvent, et c'est le cas de Paris et Rouen, soit dans des coches d'eau, et eux-mêmes voyagent dans ce qu'on appelait des coches d'eau sur la Seine. Donc, voilà. Et Rouen était traversé constamment par des troupes de comédiens, constamment. C'était vraiment l'une des villes qui était le plus souvent visitée par des troupes de comédiens. Et elle a, comme je vous l'ai dit, ce qui explique que deux des Jeux de Paume étaient presque constamment utilisés comme théâtre et qui vont devenir, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des théâtres permanents. Et donc, on part à Rouen, et le 1er janvier, et bon, il y a évidemment, rien ne se fait. Vous savez ce que c'est que les travaux, si jamais vous en avez fait faire, si vous n'êtes pas derrière, rien n'avance. Et là, ça a été le cas. Ils ont été obligés de faire intervenir, mais toujours est-il que ça a pris du retard. Donc, ils étaient à Rouen pour la foire Saint-Romain, c'est la grande période. Ils ne devaient sûrement pas être la seule troupe, évidemment, parce que dans ces cas-là, il y a de la concurrence. Et ils reviennent à Paris fin novembre, les travaux n'ont pas avancé, et ils vont ouvrir le théâtre que le 1er janvier 1644. Et ils ouvrent leur théâtre le 1er janvier 1644. Ils ont la chance que 15 jours après, la salle à la mode à laquelle Corneille donne toutes ses pièces depuis 15 ans, qui s'appelle le Théâtre du Marais, un ancien jeu de paume aménagé, évidemment. Le Théâtre du Marais brûle de fond en comble. Ils étaient en train de jouer le menteur avec un acteur qui s'appelait Jodelet, qui jouait le rôle du valet, qu'on va retrouver dans Les Précieuses Ridicules, parce que Molière va enfin, la troupe, non pas Molière, la troupe
va l'engager quelques années plus tard. Et donc, voilà, et le théâtre est fermé pendant 6 mois, et la troupe de Molière, donc l'illustre théâtre, parce que ce n'est pas la troupe de Molière, c'est l'illustre théâtre, qui est installé sur la rive gauche, c'est le pari de faire venir des spectateurs sur la rive gauche, au bas de la rue de Seine. Ceux d'entre vous qui connaissent Paris vous savez peut-être qu'au bas de la rue de Seine et de la rue Mazarine, il y a un petit square. Eh bien, c'est contre le mur de ce petit square, il y a une plaque où l'on nous dit qu'ici était le jeu de paume des métayers, ou la première pièce de Molière. Voilà. Et donc, il faut savoir que dans toute cette rue-là, entre les deux rues, il y avait 5 ou 6 jeux de paume qui s'alignaient comme ça, etc. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? C'est que, eh bien, ils jouent des tragédies, essentiellement des tragédies. Il se trouve qu'ils sont amis, la famille des Béjart est amie avec la, la- la jeune tante des Béjart est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste l'Hermite, qui est le frère d'un poète très célèbre à l'époque et auteur de théâtre très célèbre qui s'appelait Tristan l'Hermite, auteur de la Marianne notamment. Et ce Tristan l'Hermite, il leur donne une pièce inédite. C'est la raison pour laquelle la troupe se lance. À Paris, avec quelques capitaux, toutes les autres troupes s'étaient cassé la tête, comment dirais-je, cassé le nez face aux 2 troupes en présence, la troupe du Marais et la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Et là, ils se lancent parce qu'ils ont l'assurance d'avoir des auteurs qui écrivent pour eux. Et ils commencent avec Tristan l'Hermite, la mort de Sénèque, et elle se fait remarquer, Madame Béjart, très, très vite, dans le rôle de Epicharys, qui est torturé sur l'ordre de Néron, voilà, etc. Et donc, la réputation de Madame Béjart est telle que lorsque le théâtre va commencer à être en mauvaise posture, pour quelle raison? Parce qu'en octobre, la salle du Marais, donc le théâtre du Marais, rue Vieille du Temple, rouvre avec un vrai théâtre. Ce n'est plus un jeu de paume aménagé. Là, ils ont vraiment, comme tout a brûlé, ils ont fait reconstruire, mais c'est toujours un rectangle. Hein, mais un vrai théâtre aménagé pour les machines, pour les changements de décor à vue, etc. Et évidemment, à partir d'octobre, il n'y a plus personne qui va sur la rive gauche au théâtre des Métayers, ce qui explique qu'ils vont déménager. Et à partir de janvier 1945, ils vont aller sur la rive droite, au Port Saint-Louis. Là, il y a un jeu de paume qu'ils aménagent, évidemment, donc ils déménagent du jeu de paume où ils étaient, ce qui veut dire que par contrat, ils sont obligés de le remettre en l'état, et ça coûte, et ils vont aménager un nouveau jeu de paume en transportant, évidemment, tout ce qu'ils peuvent transporter, les lustres, bref. Et il n'y a personne. Personne ne vient. On a un témoignage du portier, du concierge qui réclame de l'argent. Il dit qu'il est venu si peu de gens, qu'ils ont joué si peu souvent, etc. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font pour survivre? Ils jouent ce qu'on appelle en visite, c'est-à-dire qu'ils sont invités chez des grands seigneurs, chez des grandes dames, pour donner des représentations privées. Évidemment, c'est un avantage, c'est que les représentations privées, ils se les partagent directement et ils ne les mettent pas au pot commun pour payer le loyer, pour payer le concierge, etc. etc. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Et à partir de 45, les scellés sont posés sur la salle. Ils vont partir 2 mois aux eaux de Bourbon parce que Gaston d'Orléans, qui avait accepté, grâce à Madeleine Béjart et à son ancien amant Modène, puisque son nouvel amant, c'est Molière, qui avait accepté de patronner la troupe, les emmène avec lui prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault. Mais lui qui était l'homme le plus riche de France, hein, il est l'homme le plus puissant de France puisque Louis XIII est mort en juin 1943, eh bien, il n'a pas levé le petit doigt pour pour délivrer la troupe de ses dettes et lui permettre de survivre. Il avait d'autres chats fouettés que songer à ce qu'étaient des domestiques comme une troupe de théâtre. De même que ce pauvre Tristan l'Hermite qui était comment dirais-je, il avait un titre de valet de chambre de Gaston d'Orléans, et bien toute sa vie, il a crevé la dalle, comme on dit aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe donc? On arrive à Pâques 46. Comme Pâques, c'est le moment de la fermeture des théâtres, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le moment du grand marché des comédiens. Le moment en foot, on parle de ça, le mercato, si vous voulez, aujourd'hui. C'est le grand marché des comédiens qui se retrouve, toutes les troupes de théâtre françaises se retrouvent à Paris à ce moment-là, et c'est là que se font des échanges, que le théâtre du Marais prend quelques-uns des meilleurs acteurs dans les troupes de province, enfin, ils se sont débandés la plupart, donc pour enrichir sa compagnie, et que souvent le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne prend au théâtre du Marais, il y a une sorte
comme ça, de vases communicants, on prend au Théâtre du Marais certains acteurs, en général, en allant demander au roi d'exiger par lettre de cachet de faire passer les acteurs l'un à l'autre. Et donc, on part, puisqu'on ne peut plus rester à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'illustre théâtre n'existe plus. Et on se fait engager. Et qui se fait engager? C'est Madeleine Béjart. Rassurez-vous, je ne vais pas passer autant de temps sur les autres actrices que sur Madeleine Béjart. Mais bon, elle joue un rôle essentiel, comme vous le voyez au départ. Madeleine Béjart, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve qu'elle elle s'est fait une réputation de plus grande tragédienne de son temps, puisqu'on a le témoignage de Tallemant des Réaux, 20 ans plus tard, quand ils reviennent à Paris, qui dit « c'est la meilleure de toutes ». Bon. Et cette meilleure de toutes, pourquoi? Je me suis posé la question, c'est une hypothèse que j'ai faite dans mon livre, pourquoi n'est-elle pas engagée par le Théâtre du Marais, alors que le Théâtre du Marais, il avait une excellente actrice qui s'appelait Jeanne Beauzière, je ne sais plus exactement, qui est mariée à un certain baron, qui vont donner naissance tous les deux à un enfant qui va être Michel Baron, le très jeune Michel Baron, comédien à 12 ans, professionnel à 12 ans, qui rentre à 17 ans dans la troupe de Molière en 1670 et qui va jouer des rôles évidemment importants dans la troupe de Molière. Et il va même reprendre Alceste lorsque Molière, débordé par la préparation du Malade imaginaire, c'est lui qui va reprendre le rôle d'Alceste. À 20 ans, du coup, vous imaginez le changement de signification que ça peut provoquer lorsque l'Alceste de 40 ans joué par Molière devient l'Alceste de 20 ans joué par Baron. Je ferme la parenthèse et je reviens à la famille Baron, Jeanne d'Auzou, c'est ça. Et elle était passée du Marais à l'hôtel de Bourgogne avec son mari et il n'y avait plus d'actrice vedette au Marais. Donc on peut imaginer qu'on a sollicité Madeleine Béjart. Mais Madeleine Béjart, c'est une femme de clan. Et pour elle, être prise dans une troupe, c'était être prise avec son frère aîné, Joseph Béjart. Il bégayait un peu, mais ce n'est pas grave. Molière va s'en servir pour le rôle de l'étourdi dans sa première pièce. Geneviève Béjart, qui était nulle, mais ce n'est pas grave. Elle va être toute sa vie nulle. Elle va jouer toute sa vie des troisièmes rôles. Et son amant, Molière. Donc, c'était tout ou rien. Et il y a une troupe... pour quelle raison elle a été en partie décimée, qui est la troupe de la plus importante, la plus connue, la plus réputée, pardon, des troupes de ce qu'on appelle des troupes de campagne, qui est celle du duc d'Épernon. Le duc d'Épernon, c'est un très grand seigneur promu par Henri IV, qui est gouverneur de la Guyenne. Donc son siège, le siège de son gouvernement, c'est Bordeaux, même si une grande partie de son temps, il le passe à la cour, évidemment, comme toujours, mais c'est Bordeaux et son magnifique petit château de Cadillac, à quelques dizaines de kilomètres sur la vallée. Et donc, on va... Bon, il y avait la peste à Bordeaux, et donc on n'y va pas. On part vers l'ouest, et on va descendre ensuite, lorsque l'épidémie se sera apaisée, masquée ou pas, vaccinée ou pas, et on va arriver donc au bout de quelques mois à Bordeaux. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que on voit quelque chose qui est très important, c'est que c'est en gros sur l'image de Madeleine Béjart, ou sur la réputation de Madeleine Béjart, et celle naissante d'un bon acteur qui était son amant, qui s'appelait Molière, que le groupe part. Il va être bientôt rejoint par la mère des 4 Béjart, qui s'appelle Marie Hervé, oui. Marie Béjart, bien sûr. Marie Hervé épouse Béjart, mais on l'appelle toujours, elle signe toujours Marie Hervé. Et le petit, qui a 13 ans, qui s'appelle Louis Béjart, et qui, comme tous les enfants, et qui devient du coup enfant de la balle, et qui ne va pas tarder à être comédien lui-même, à son grand désespoir d'ailleurs, et dès qu'il pourra, dès la mort de sa mère en 1670, il demande sa retraite. C'est le premier pensionné de la troupe qui va devenir la Comédie Française. C'est les comédiens qui inventent le système des retraites, et le système des pensions. Et parce qu'il ne rêvait que d'une chose, c'est de devenir officier dans l'armée. Et ce qui devient officier dans l'armée, il renonce complètement au théâtre. Ça veut dire que le pauvre, il a souffert pendant 25 ans à faire du théâtre pour faire plaisir à sa mère, et surtout parce qu'il était évidemment entraîné par toute sa famille. Et donc, voilà. Et donc, j'ai dit tout commence par une femme, c'est Madeleine Béjart, et vous voyez que tout continue par une femme, c'est encore Madeleine Béjart. Et vous allez me dire, mais vous ne nous aviez pas dit qu'elle avait eu 2 enfants, une fille qui est disparue, donc sans doute morte, en bas âge, comme si souvent à l'époque,
et une autre qui va s'appeler Armande bientôt. Ben oui, Armande, comme elle considère qu'Armande, c'est la fille d'un seigneur, évidemment, il n'est pas question de l'emmener avec elle sur les routes, même si c'est des routes en coche d'eau, même si on est invité richement, même si ce n'est pas du tout les images que l'on voit dans le film de Mnouchkine ou dans toute autre chose, eh bien, on l'a fait élever, évidemment, dans un couvent, non pas comme religieuse, mais les religieuses donnaient, comment dirais-je, c'était les curés qui faisaient les petites écoles pour les garçons et c'était les religieuses qui faisaient l'école pour les petites filles et avec quelques-unes qui étaient pensionnaires, évidemment, auxquelles on donnait une éducation un peu plus poussée, même si c'est très relatif à l'époque, évidemment. C'est bien pour ça que Molière écrit l'École des femmes pour réclamer avec tous les gens des salons, évidemment, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'éducation, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. D'où le travail de Madeleine de Scudéry d'écrire de grands romans éducatifs, parce que les femmes qui ne lisaient pas le latin s'instruisaient à travers la lecture des romans, puis de plus en plus d'ouvrages de philosophie vulgarisés en français. Tout ça se passe aux alentours des années 1640-1650. Mais ce sont les romans qui, à l'origine, sont les premiers instruments pédagogiques pour les femmes. Et donc, Armande, elle est en pension quelque part. Moi, je pense qu'elle était en pension déjà dans le sud. Assez rapidement, excusez-moi, assez rapidement, elle est en pension dans le sud parce que le fait que son prénom de Claire, c'est le seul prénom que je n'ai pas réussi à retrouver présent en 1654 en même temps à Montpellier. Et je pense que c'est Sainte-Claire qui avait des couvents dans la région et surtout qui a été célébré en 1654 pour avoir arrêté une épidémie de peste à Béziers. Voilà, donc vous voyez, ça sert d'avoir des saints. Souvent, les saints sont mieux que les masques, apparemment. Et donc, ou les saintes, plus exactement, sont mieux que les masques. Et donc voilà, donc Armande, elle est quelque part. Elle apparaîtra en 1660, hein, jusqu'alors, ou 59-60, jusqu'alors, elle n'est pas présente, malgré là encore les images d'Épinal où on voit la petite qui court dans les jupes de sa mère, qui saute sur les genoux de l'ancien amant de sa mère, puisqu'apparemment ça n'a pas duré très longtemps les relations avec Molière, et qui évidemment finira par épouser ce sorte de papa bis, etc., dans un élan bon, bref, je ne veux pas commenter ce que ça peut être cet élan, puisque ce n'est pas la réalité, puisqu'en fait, elle n'a pas du tout suivi la troupe du duc d'Épernon, donc, qui est dirigée par un certain Dufresne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette troupe de Dufresne? C'est intéressant de voir la constitution de la troupe. Alors, parce que, quelles sont les actrices qui sont là? Donc, il y a en fait dans cette troupe, donc on est en 46, hein, pas 46, on part. On reviendra à Paris avec une troupe qui est la même, mais qui est celle de Molière désormais, et non plus celle de Dufresne, patronnée par d'Épernon. Maintenant, ce sera celle de Molière, patronnée par Conti, même si Conti converti, il ne veut plus qu'on utilise son nom, mais comme vous savez, en France, on n'obéit jamais directement aux injonctions. Et donc, cette troupe du duc d'Épernon, elle est constituée par Dufresne et sa femme. Elle est constituée par le beau-frère de Dufresne et la sœur, donc Dufresne, sa femme, la sœur de Dufresne, et le mari de sa sœur, de la sœur Madeleine, ainsi qu'un nommé Pierre Réveillon, sieur de Châteauneuf, ça veut dire que, enfin, c'est son surnom, il joue généralement les matamors, et son épouse. Et puis le gros René, qui s'appelle René du Parc, qui va plus tard épouser la célèbre marquise Thérèse du Parc. Et donc, vous voyez, alors, ce qui se passe là, à ce moment-là, c'est qu'on a en fait deux clans dans cette troupe. C'est très intéressant parce qu'il y a deux clans. Le clan des Béjart, qui arrive avec deux actrices, Molière et Joseph, donc deux acteurs et deux actrices, plus le petit qui peut jouer les utilités dans un premier temps, le petit Louis. Et en face, un groupe à peu près équivalent, un peu plus nombreux, mais tout va changer parce que la femme de Dufresne meurt en 1648, vous voyez, au bout de 2 ans à peine, novembre 48, elle meurt. Son beau-frère et sa sœur s'en vont. La femme de Réveillon, Pierre Réveillon, va mourir elle aussi, et du coup, il va y avoir, c'est très intéressant, un basculement
dans les rapports de force de la troupe. Et comme c'est probablement à ce moment-là que déjà Molière a commencé déjà tout jeune, hein, pour séduire une fille qui sortait d'un baron aussi aventureux que le comte de Modène, le petit Molière, il devait avoir une aura toute particulière parce que à 21 ans, on ne séduit pas une fille qui a ce passé-là, je pense, sans avoir un charme et une supériorité intellectuelle et artistique par rapport à tous les autres membres masculins de la troupe. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a donc un déséquilibre qui se produit avec des femmes en moins, et donc on va recruter une talentueuse comédienne qui s'appelle, elle a 19 ans, elle est en 48, elle s'appelle Catherine Leclerc du Rosé. Elle va épouser, on l'engage avec son amoureux, il s'appelle Edme Villequin, il a pour surnom le sieur Debris. Ah oui, peut-être que, peut-être certains le savent aujourd'hui, mais il faut savoir que tous les comédiens, sauf Madame Béjart, parce qu'elle est restée célibataire, elle n'a pas épousé un comédien. Ils ont tous des noms de guerre. Et c'est pour ça que Molière s'appelle Molière. Jean-Baptiste Paul Colin, sieur de Molière. Alors vous allez me dire pourquoi Molière? Je vais vous dire, quand vous regardez les noms des autres comédiens, quand ils ont constitué la troupe, ils ont tous pris des noms de campagne, comme les plus grands acteurs de l'époque. Zacharie Jacob, sieur de Montfleury, Guillaume de Gilbert, sieur de Mondori, puis vous avez Larocque, vous avez Autoroche, vous avez Champmélé, etc., etc. Vous avez Rosimond, vous avez Dorimond, etc., etc. C'est tous des sortes de fiefs de campagne qu'ils se donnent. Et c'est ce fief de campagne, au début, il s'appelle comme ça sur le papier Sieur de Dorimond, Sieur de Rosimond, Sieur de Molière. Alors, pourquoi Molière? Parce que Molière, il y a beaucoup de Molière en France. Molière, ça veut dire terrain où il y a des pierres dont on se sert pour faire des meules, des pierres à meules. Meulière, Molière, c'est exactement le mot. Vous avez les mots qui sont, comment dire, les mêmes mots qui sont Molière, Meulière et Molaire. La molaire, c'est exactement comme une pierre meulière ou Molière, c'est celle qui sert à écraser. Donc voilà, donc Molière, il a fait comme les autres. Il y a des centaines de lieux-dits encore aujourd'hui en France qui s'appellent Molière ou La Molière. Hein, si vous vous promenez sur les routes de campagne, vous en verrez. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et la seule qui fera, les femmes ne changent pas de nom, c'est les hommes, mais comme généralement elles épousent un comédien, elles prennent ce nom. Et c'est pour ça que Catherine Leclerc du Rosé, qui est fille de comédien, j'insiste, hein, comme beaucoup, elle épouse donc Vilquin sieur Debris et elle devient Catherine Debris. Elle va devenir célèbre comme Catherine Debris, très célèbre. C'est elle qui va créer le rôle d'Agnès, je vais y revenir, dans l'École des femmes. Et on ne sait pas quel type de rôle elle jouait dans la tragédie. Elle partageait évidemment avec Madame Béjart les rôles tragiques, mais toujours est-il qu'elle se spécialise dans les jeunes amoureuses. Et c'est le futur type qu'on va appeler l'ingénu. Vous savez, à partir du XVIIIe siècle, on va inventer que ce sont des types ou des emplois. À l'époque, au XVIIe siècle, on ne parle pas de ça. Toujours est-il qu'elle joue le rôle d'ingénue. C'est pour ça que tout à fait naturellement, c'est elle qui va créer le rôle d'Agnès dans l'École des femmes, rôle qu'elle va garder jusqu'à sa retraite 22 ans plus tard. Parce que là, quand elle rentre dans la troupe en 48, elle a 19 ans. Mais en 85, si vous calculez, elle aura beaucoup plus que ça et elle jouera toujours le rôle d'Agnès. Et il y a des anecdotes qui disent que lorsqu'elle a pris sa retraite en 1685, parce que désormais c'était la Comédie Française, sa remplaçante a été accueillie à coups de pommes, c'était l'usage, et de tomates, jusqu'à ce qu'on fasse revenir Catherine Debris pour reprendre le rôle malgré son âge. Mais bon, ça c'est un des problèmes du théâtre, vous le savez sans doute, hein, le côté, la titularisation des rôles. Sarah Bernard, elle a joué l'Aiglon jusqu'à presque sa mort, ou elle a joué Phèdre de façon très longtemps aussi, même à une époque, elle avait une jambe de bois et elle continuait à jouer Phèdre, ce qui évidemment influe sur l'interprétation de la pièce, parce qu'on comprend très bien que ce pauvre Hippolyte, quand il se voit devant lui une femme de 70 ans avec une jambe de bois, il part en courant, alors que, comme vous savez, dans l'histoire, enfin dans la mythologie, Phèdre, elle a pas plus de 20 ans, elle a sans doute 19 ans ou 18 ans, puisqu'elle a 2 enfants très jeunes, et c'est l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle elle peut tomber amoureuse de ce garçon qui a 17 ans, qui est Hippolyte. Bon, je ferme la parenthèse pour revenir à ces rôles donc, qui deviennent la propriété, en quelque sorte, des acteurs qui les créent. Et ça, c'est quelque chose qui est systématique dans les troupes, toutes les troupes du XVIIe siècle.
Je continue ma chronologie. C'est la partie la plus longue de mon plan que j'ai annoncé comme fonctionnel. On arrive en 52. Ah oui, alors quand même, où vont-ils? Comme je l'ai dit, c'est d'abord la Guyenne, et puis il se trouve qu'à côté de la Guyenne, c'est le Languedoc. Et qu'est-ce que c'est que le Languedoc? Eh bien, le gouverneur du Languedoc, c'est Gaston d'Orléans. Bon, il n'a jamais mis les pieds de sa vie dans le Languedoc, mais il est gouverneur. Et il a trois barons, enfin trois lieutenants généraux pour le Haut-Languedoc, pour, je sais plus, enfin, les trois régions qui divisent le Languedoc, trois lieutenants généraux, dont deux fréquents, alors qu'ils sont des barons puissants locaux, et dont deux sont le reste de l'année, en hiver, etc. Ils font partie de la cour et de sa cour en particulier, lui, Gaston d'Orléans, dans le palais du Luxembourg, puisque le palais du Luxembourg, c'est son lieu. Il a hérité de sa mère, Marie de Médicis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand la troupe est à côté, elle est invitée à venir jouer dans le Languedoc en 1647. Il se trouve que l'un des lieutenants généraux, qui s'appelle le comte d'Aubijoux, Aubijoux, comme on disait à l'époque, on ne disait jamais D apostrophe ou de quelque chose, on prononçait directement le nom de famille. Donc Aubijoux venait d'être nommé par décret royal lieutenant général donc, du Haut-Languedoc. Il était par ailleurs né à Albi et il va être nommé en même temps gouverneur de la place de Montpellier. Et il les invite à jouer pour son intronisation. D'abord à Toulouse, puisque Toulouse, c'est le lieu du Parlement, et donc il est intronisé lieutenant général au Parlement, puis après à Albi. Et ensuite, il a l'idée de leur demander, comme il est lieutenant général, c'est lui qui va inaugurer la séance d'ouverture de ce qu'on appelait à l'époque, enfin, qui s'appelle les États du Languedoc. Si vous préférez, pour comprendre ce que c'est que les États du Languedoc, c'est les États généraux du Languedoc, où sont représentés des députés du tiers-État, de la noblesse et du clergé, et qui votent différentes mesures, qui votent le don gracieux au roi. Alors, le don gracieux au roi, c'est l'impôt qu'exige le roi. Mais évidemment, comme c'est comment dirais-je, un arriéré de cette pseudo-liberté qu'a gardé le Languedoc une fois qu'il a été rattaché au royaume de France, c'est un don gracieux. Mais en fait, le roi dit, je veux 2 millions de livres. Les autres, ils disent, ah non, on ne peut pas, 1 million, etc. Donc, c'est une longue négociation qui dure plusieurs semaines. Et finalement, évidemment, il paye toujours ce que demande le roi ou, en l'occurrence, là, Mazarin, etc. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que le fait de les inviter à ce moment-là pour jouer devant les députés et en échange de quoi les députés viennent gratis assister aux pièces de théâtre, mais eux, du coup, ils ont une subvention. Et du coup, toute autre troupe itinérante ne peut pas venir dans la ville où se tiennent les États du Languedoc parce qu'il y a un privilège pour cette troupe qui est, etc. Et c'est à partir de 1947 que donc, la troupe va osciller entre la Guyenne et le Languedoc. Et puis, quand la Guyenne devient irrespirable parce que c'est le théâtre des derniers soubresauts de la Fronde, vous savez, cette guerre civile qui se déroule avec des paix, des réconciliations entre 1648 et 1653, eh bien, lorsque la guerre civile rend intenable la situation, ils vont partir dans le Languedoc. Et ça, c'est à la fin des années 40. Et au lieu d'osciller entre Guyenne et Languedoc, ils vont osciller entre Languedoc et la vallée du Rhône. Et le port d'attache, ça va devenir Lyon. Lyon, ça va être... Et ils vont descendre dans le Languedoc toutes les fois, quasiment chaque année, où se tiennent les États généraux, qui des fois, du Languedoc, qui des fois durent théoriquement 3 semaines. Richelieu avait même fait promulguer un décret, un édit, interdisant que les États se déroulent pendant plus d'1 mois et demi. Mais quand Richelieu meurt en décembre 1942, eh bien, immédiatement après, il y a des États qui se déroulent dans les années 50, 6 mois, je dis bien 6 mois. 6 mois, évidemment, aux frais du contribuable, bien sûr, puisqu'ils sont logés. Bon. Et donc, la troupe profite, et c'est comme ça que les dettes que la troupe avait accumulées, enfin, que les Béjart et Molière avaient accumulées entre 1944 et 1945 sont évidemment si vite remboursées que Madeleine Béjart peut investir 3 000 livres, si vous voulez savoir ce que correspond 3 000 livres multipliés par 11 pour avoir des euros,
Ça veut dire 45 000 euros à peu près. Vous imaginez ce que c'est 45 000 euros à l'époque où un ouvrier gagne 50 livres par an. Vous voyez la disproportion. Donc, ils sont riches, ils sont aisés, ils sont invités par toutes les élites de la région. D'ailleurs, il n'y a que les élites qui s'intéressent à eux, puisque le peuple, lui, il parle l'occitan. Il ne comprend rien en français. La plupart du temps, il ne comprend rien en français. On a le témoignage de Racine lorsqu'il parle à Uzès. Il raconte que, heureusement qu'il connaissait très bien l'italien et l'espagnol et qu'il a pu deviner ce qu'on lui disait, même pour acheter une boîte d'allumettes. Et donc, voilà, il faut bien savoir, il faut bien voir le public. Là aussi, c'est une image d'Épinal qui est que Molière est un auteur populaire qui joue pour le peuple. Il ne joue absolument pas pour le peuple, il joue pour les gens qui ont l'argent pour payer des places de théâtre. Et il joue en province pour les élites qui soit viennent payer la place de théâtre et comprendre ce qui se passe en français, parce qu'à côté, il y avait un théâtre occitan, hein, bien sûr, comprendre ce qui se passe en français, et soit qui les invitent dans leur château ou leur demeure pour donner des représentations privées. Donc voilà, on est en 52. Pourquoi est-ce que je suis allé là? On est à Lyon. Et à Lyon, eh bien, on fait c'est le début des séjours de plus en plus longs à Lyon, et on tombe sur un opérateur qui s'appelait de Gorla. Gorla, j'ai oublié son prénom, mais peu importe. Son nom de famille, c'est Gorla, c'est un Italien, en français Gorle. Il est opérateur. Alors, opérateur, c'est quoi? Ça veut dire bonimenteur qui vend des drogues, des élixirs miraculeux, etc., sur des tréteaux. Et évidemment, en général, pour attirer le chaland, on fait des petites pièces, des petites farces. Et puis, lui, il a une fille qui danse très bien, qui est très avenante physiquement. Et cette marquise Thérèse de Gorle, elle va rentrer dans la troupe donc en 52 et elle va épouser le gros du parc. Et contrairement, parce que la question que vous allez peut-être me poser, c'est et les amours de Molière dans tout ça, eh bien apparemment Molière n'a jamais eu d'aventure avec Marquise du Parc, alors que après Madeleine, il semblerait qu'avec Catherine de Brie, malgré son mariage, il y a eu une longue aventure entre eux. Et donc, nous voilà avec une actrice de plus. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que le problème de Marquise, c'est qu'elle arrive en troisième position derrière Madeleine et Catherine de Brie. Et cette troisième position, elle va toujours la garder chez Molière. Toujours. Parce que le problème, c'est qu'au moment où elle aurait pu la prendre dans les années 60, au début des années 60, lorsque des remarques ironiques sur l'âge de Madeleine qui continue à jouer les jeunes premières, etc., font que l'arrivée, elle aurait pu passer à la place de Madeleine, mais non, il y a la fille de Madeleine qui est désormais sur le marché, on est en 61, elle s'appelle Armande, elle va épouser Molière parce que c'est le seul moyen pour elle qu'elle a de devenir actrice, sa mère, Madeleine, ne voulant pas qu'elle devienne actrice, parce qu'elle est la fille de grands seigneurs. Et donc, c'est en épousant Molière qu'elle va pouvoir devenir actrice. Elle a bien fait, hein, puisqu'apparemment, elle avait un talent absolument certain, comme sa mère, pour le théâtre. En 1661, commence, alors que les amours de Molière, on n'en sait pas plus. Hein. Alors, si on sait une chose, c'est que il est resté un certain temps avec la fille de l'ancien chef de la troupe, Dufresne, qui avait une fille qui s'appelait Manon. Et donc, on a une correspondance de son meilleur copain Chapelle qui raconte comment se passent vos amours et tout avec Mademoiselle Manon. Et en fait, comme il y a une coquille dans le texte qui a été publié à la fin du siècle, beaucoup ont lu Menou. Et alors, ils se sont dit, mais c'est qui Menou? C'est Armande déjà? Non, c'était Menou, c'est pas... On a un autre texte dans lequel... lorsqu'il joue une pièce de théâtre à Lyon, qui est une pièce de théâtre de Corneille, un grand spectacle qui s'appelle Andromède. Dans la liste, on voit Mademoiselle Manon qui joue les figurantes. Donc, voilà. Donc, la fille de Dufresne, qui est toujours dans la troupe, même si la troupe, désormais, on est dans les années 50, Molière a pris le contrôle total de cette troupe parce que, il commence à écrire des petites pièces en un acte. C'est le seul qui a le talent d'écrire des petites pièces en un acte. 2, il a un talent d'improvisateur et d'imitateur qui va exploser à Paris que n'ont pas les autres. 3, il a
une telle intelligence, culture, etc., qu'il s'impose comme interlocuteur des grands seigneurs qu'il invite à sa table. C'est le cas de Conti, hein, le prince de Conti. C'était un type qui était destiné, en tant que frère cadet du grand Condé, il était destiné à devenir cardinal. On rêvait même d'en faire un pape, hein, c'est dire. Bon. De toute façon, il n'avait pas beaucoup de choix, il était physiquement un peu contrefait, et donc cadet et contrefait, la direction, c'était l'Église, les plus hautes sphères de l'Église. Et toujours est-il que comme il s'est pris de passion pour la guerre pendant la Fronde, et du coup, il a renoncé à tous les abbayes dont il recevait les bénéfices par centaines de milliers de livres chaque année. Et cet homme, dès son plus jeune âge, il est passé pour un puits de science. Il était extrêmement, extrêmement savant. Il adorait la littérature, la philosophie, le théâtre, etc. Et on sait que les conversations avec Molière, lorsque les quelques mois que Conti a dû passer dans son petit château de Pézenas, le château Lagrange des Prés à Pézenas, parce qu'il était exilé après la fin de la Fronde, il attendait d'être gracié par la reine, par le jeune roi Louis XIV et surtout par Mazarin. Et donc, c'est là que Molière s'affirme comme le vrai chef de la troupe. Et donc, donc 52, c'est le moment où Molière, en gros, prend la tête de la troupe. Comme vous savez, sa première pièce est créée à Lyon. Elle s'appelle L'étourdi ou le dépit amoureux. Évidemment, les deux rôles principaux sont ceux tenus de féminin par Madeleine et Catherine, que vous allez retrouver quelques années plus tard dans les fameuses Précieuses ridicules. Madelon et Cato, Cato et Madelon. Cato, c'est Catherine de Brie, et Madelon, c'est Madeleine Béjart. Donc ce couple-là, des deux femmes, il est permanent à cette époque-là. Avec la troisième, je répète, et la seule pièce où elles auraient dû avoir un rôle assez important ensemble, c'est une pièce que Molière, alors, donc il écrit L'Étourdi, adapté de l'italien, il enchaîne sur L'Étourdi des Dépit amoureux, il enchaîne sur une pièce qui s'appelle, pardon, L'Étourdi ou Les Contretemps, il enchaîne un an plus tard, créé à Béziers devant, la première a lieu lors des États du Languedoc à Béziers, en fin 56, et puis elle aussi adaptée de l'italien. Et puis, il entreprend une troisième pièce adaptée de l'italien d'un auteur qui s'appelle Cicconini, un auteur important, puisque c'est lui qui a adapté la pièce espagnole Le Burlador de Séville, le trompeur de Séville. Le titre complet, c'est El Burlador de Sevilla y il convidado di Pietra, le trompeur de Séville et l'invité de Pierre, qui va devenir en italien Il convitato di Pietro, l'invité de Pierre, et que les Français, ou plus exactement les Italiens, lorsqu'ils représenteront la pièce à Paris pendant presque tous les carnavals, vont traduire en faisant un contresens, ils vont traduire ça par le festin de Pierre. Donc c'est l'histoire de Don Juan, vous avez compris. Molière lui-même, comme vous le savez, écrit une pièce qui s'appelle Le festin de Pierre, qui sera rebaptisée après sa mort Don Juan ou le festin de Pierre. Mais lui, il avait écrit un festin de Pierre. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ce Cicconini, il a donc écrit deux pièces, publié deux pièces parmi toutes celles qui, comme il était lié aux comédiens dell'arte, c'est-à-dire les comédiens qui travaillaient sur des canevas et improvisaient à partir de canevas, il publie deux pièces, et donc c'est ainsi qu'il se prépare à adapter les jalousies du prince Rodrigue, qu'il va nommer, lui, Don Garci de Navarre. C'est son seul échec. Pas un échec parce que la pièce était à moitié sérieuse, enfin, était plutôt sérieuse, c'était ce qu'on appelle une comédie héroïque, mais surtout parce qu'elle est créée en même temps que le grand spectacle La Machine de Pierre Corneille qui s'appelle La Conquête de la Toison d'Or, que tout le monde attendait depuis 1 an et demi parce que ça devait être créé pour le mariage du roi, dont on savait qu'il y avait des machines extraordinaires, des changements de décor à vue, avec un changement au troisième acte en plein cœur de l'acte, etc. Et quand la pièce a été créée, malgré le prix faramineux des places de théâtre, c'était multiplié par 8 pour les pièces à machine, le prix des places, eh bien, ça a été l'effondrement des recettes au Palais Royal pour ce pauvre Don Garci de Navarre. Pourquoi est-ce que je vous parle de Don Garci de Navarre? Parce que la troupe arrive donc en 1658 à Paris. Par une chance formidable, elle a perdu son protecteur qui est le prince de Conti, enfin, bon, pour des raisons, il avait fait une partie de plaisir
en 53-54 avec le comte d'Aubijoux, qui était un célibataire invétéré, et la dame avec laquelle ils avaient fait cette partie de plaisir, eh ben, elle leur avait donné une maladie vénérienne qui donc a conduit Conti au bord de la mort. Il venait de se marier à ce moment-là avec une nièce de Mazarin. Conti, ayant senti le vent du boulet, renonce à tout. Il rembourse les centaines, les millions de livres qu'il a gagnés pendant des années, qu'il a reçus pendant des années parce qu'il était abbé de ci, abbé de là, prieur de ci, etc., etc. Il rembourse et il renonce à tous les plaisirs, dont celui du théâtre. Et donc, il ordonne à la troupe de ne plus porter son nom. La troupe décide, et il empêche désormais les États du Languedoc de subventionner la troupe. Parce qu'il n'est pas question que les États du Languedoc, parce qu'il est devenu l'homme fort du Languedoc, que les États du Languedoc subventionnent le théâtre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'intérêt dans le Languedoc, on reste quelques mois, un an, surtout sur la vallée du Rhône, et puis on tente sa chance à Paris. Ils ont la chance que le théâtre du Marais a fermé parce que la troupe s'est débandée. Et donc, Madeleine Béjart arrive en tête en premier pour louer le théâtre du Marais. Cher, mais heureusement. Donc, c'est elle qui négocie la location du théâtre du Marais. Après, ce ne sera plus elle qui interviendra. Et la troupe donc arrive pour devenir la nouvelle troupe du Marais, sauf qu'il y a une chance extraordinaire, c'est que le jeune frère du roi, le futur nouveau duc d'Orléans, qui s'appelle à ce moment-là Philippe d'Anjou, il va devenir Philippe d'Orléans lorsque Gaston d'Orléans va mourir, son oncle, eh bien le Philippe d'Orléans vient d'avoir 18 ans, et à 18 ans, il est le frère de celui qu'on appelle le plus grand roi du monde, Louis XIV, que la propagande monarchique européenne appelle le plus grand roi du monde, et qui à ce moment-là montre des qualités qu'on espère exceptionnelles. Et bon, bref, toujours est-il que le frère du plus grand roi du monde se doit d'avoir un train qui est digne de lui. On lui achète un château, Saint-Cloud, le château de Saint-Cloud. Et évidemment, on lui prépare, pour le jour où il sera marié, le palais cardinal construit par Richelieu, le plus beau palais de Paris, qui va devenir le palais royal, bien sûr, puisque quand Richelieu meurt, il le lègue à la couronne, et donc il devient le palais royal. Et c'est le duc d'Orléans, enfin Philippe d'Anjou, devenu ensuite Philippe d'Orléans, qui va hériter de ce palais lorsqu'il va épouser Henriette d'Angleterre, quelques mois plus tard, un an plus tard. Et il lui faut une troupe de théâtre. Tous les grands princes d'Europe ont une troupe de théâtre. Le prince d'Orange en Hollande, il a une troupe de théâtre de comédiens français. Donc, pour tenir son rang, il faut une troupe de théâtre. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la meilleure des troupes de province. Ça tombe bien. L'ancienne troupe du prince de Conti qui passe pour la meilleure de toutes, elle est là à Paris, elle s'installe. Et donc, on négocie. Et c'est comme ça qu'on obtient d'avoir un bâtiment royal. Donc, du coup, on annule la location, le bail signé par Madeleine Béjart. On a un bâtiment royal sur le quai de la Seine qui s'appelle le Petit Bourbon, qui va être détruit un an et demi plus tard pour laisser la place à la colonnade du Louvre qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont aller au Palais Royal. Et dans la salle de théâtre construite par Richelieu, adorateur de théâtre du Palais Royal, où il y avait une entrée extérieure, donc c'était une salle totalement autonome, même si elle faisait partie du Palais Royal. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On arrive à Paris, donc je disais en 58, et un an plus tard, pour quelle raison? À Pâques 59, alors que tout se présente très bien quand même, hein, le théâtre du Marais, quand on arrive en 58, le théâtre du Marais est fermé encore. La troupe, elle est la troupe de Monsieur, frère unique du roi, hein, Philippe d'Anjou, elle s'appelle, donc on l'appelle Monsieur. Donc Monsieur, frère unique du roi. Théoriquement, il y a une subvention qui ne sera jamais versée, mais bon, tout va bien. Et pourtant, en 59, à Pâques 59, le théâtre du Marais rouvre. Et on récupère un vieux retraité et son frère du théâtre du Marais qui s'appelle Jodelet, qui est l'ancien acteur comique de la génération précédente, ainsi que son frère qui s'appelle surnommé Lépi, et qui va créer les premiers rôles de vieillard dans le théâtre de Molière. Et on les engage. Et qu'est-ce qui se passe en échange? Marquise et son mari partent au Marais. Et juste au moment où Molière voulait créer Don Garcia de Navarre. Et donc, au moment où Molière veut créer Don Garcia de Navarre, la marquise s'en va. Et il y a 3 rôles importants féminins dans Don Garcia de Navarre. Donc, Molière doit attendre
quelque temps pour la monter. Quand? Pas longtemps, parce qu'au bout de quelques mois, apparemment, la greffe ne prend pas et les Duparc veulent absolument revenir dans la troupe. Dès le mois d'octobre précédent, ils signent déjà un contrat pour revenir dans la troupe à Pâques suivant. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Je termine ma chronologie. Donc, c'est le moment, on est en 60-61, 61 commence à graviter autour de la troupe la petite Armande, qui est née probablement en 43, donc vous voyez, elle a 18 ans, et elle va bientôt épouser Molière en 62. Molière prévoyait la chose, enfin, plus exactement, il y a une chose très intéressante, je vais y revenir dans un instant, à propos du statut des femmes dans la troupe, ou dans les troupes de théâtre, et en tout cas dans celle de Molière, c'est que Molière, vu l'importance qu'il avait de plus en plus en tant qu'acteur, parce que non seulement en tant qu'acteur, il a demandé une seconde part de la recette. Je comptais en parler dans un instant. Les troupes de théâtre, quand je vais parler du statut des femmes, mais je fais donc une anticipation. Les troupes de théâtre sont construites sur un modèle républicain. C'est-à-dire que toutes les soirs, enfin, tous les fins d'après-midi, parce qu'on jouait en matinée, on partage la recette. Ou plus exactement, on jouait 3 jours par semaine, mais à la fin de chaque représentation, on partage la recette. En autant de parts qu'il y a d'acteurs à part entière. L'expression « à part entière », ça vient de là. À part entière, c'est-à-dire avoir une part entière de la recette, une fois évidemment déduit les frais. Et donc, eh bien, tous ces gens-là, ils ont tous une part égale. Et donc, une part égale dans la prise de décision aussi, bien sûr. Et donc, ce qui est alors, Molière qui commence à dire, mais attendez, quand c'est Geneviève Béjart qui joue que les troisièmes rôles, et dans la plupart des pièces de Molière, elle ne joue pas. Donc, elle joue des utilités dans d'autres pièces, parce qu'on joue d'autres pièces, etc. Et elle a droit à une part entière de la recette. Et Molière, lui, sur qui repose désormais depuis sa première pièce parisienne, et déjà les deux pièces de province, le rôle de Mascari, le valet Mascari est déjà très important, mais à partir du moment où il invente le personnage de Sganarelle, dans Sganarelle ou le cocu imaginaire, ça devient lui qui est le centre de la pièce, il se construit, il se fabrique des rôles pour lui. Et donc, regardez le malade imaginaire, il est présent dans 29 scènes sur 32. Hein, et en gros, c'est presque tout le temps ça. Et donc, il demande une deuxième part pour lui. Alors, on lui dit, bah, attends, quand tu vends tes pièces, quand on crée une de tes pièces, tu as droit à 2 parts d'auteur. Parce qu'il y a donc, mettons qu'il y a dans la troupe, il y a 12 personnes. Il y a donc 12 parts. Mais quand on crée une nouveauté, on donne 2 parts d'auteur, donc on divise en 14 parts, puisque 2 parts d'auteur reviennent à l'auteur. À cette époque-là, il n'y avait pas de droit d'auteur, etc. Et lui dit, mais moi, j'en veux 2 parts d'acteur. On lui dit, d'accord, mais si tu te maries, ton couple ne constituera que 2 parts pour toi et ta femme. On comprend pourquoi. Je veux dire, vu l'importance du clan Béjart dans la troupe, parce qu'ils ont recruté quelques autres, etc., si en plus Molière et sa femme ont 3 parts à eux deux, vous imaginez le contrôle absolu, déjà qui est important, mais définitif, le verrouillage total sur la troupe. Donc on comprend pourquoi. Bon, toujours est-il que Molière épouse Armande. Et donc, Armande devient comédienne à part entière. Elle apparaît dans un petit rôle de cousine dans la critique de l'école des femmes en 1663, donc. Et puis après, c'est elle qui va avoir, dès 64, les premiers rôles. La première version de Tartuffe, elle joue Elmire. La princesse d'Élide, grand spectacle, jouée à la cour, elle joue la princesse d'Élide, etc. Et que devient à ce moment-là Madeleine? Eh bien, Madeleine, à ce moment-là, elle devient la servante. Elle cesse d'être les premiers rôles et elle devient la servante. C'est elle qui crée le rôle de Dorine dans Tartuffe en 1663. En 1664. Donc, je termine mon panorama. Il faut savoir que une actrice qui était rentrée dans la troupe en 62 avec son mari, lui, il s'appelait Ducroisy, c'est un acteur important, un bon acteur, c'est lui qui va créer le rôle de Tartuffe. Et elle, apparemment, elle est si nulle qu'en 64, la troupe vote une mesure d'exclusion, mais il n'y a que la moitié de la troupe qui vote la mesure d'exclusion. Donc,
on accepte de la garder à condition qu'elle verse la moitié de sa part aux gens qui ont voté son exclusion. Et puis l'année suivante, elle est virée. Donc c'est révélateur du fait que, bon, dans l'Impromptu de Versailles, Molière lui confie un rôle de peste doucereuse. Et on peut imaginer que cette femme qui est rentrée avec son mari, parce que souvent, et vous allez voir que des fois, on recrutait une femme, on voulait une femme et donc on prenait son mari, ça a été le cas de la Debris. Debris, lui, il joue que les utilités aussi. Et là, pour avoir eu du Croisy, on a pris la femme. Et bon, elle était nulle, elle était sans doute d'un caractère peu aimable, et donc on la vire. C'est le seul cas que j'ai noté, en tout cas, de cela. Elle a été exclue de la troupe à la majorité, presque à la totalité même des voix. Et puis, je termine, deux autres femmes sont dans la troupe. L'une va faire son entrée en 1670, en même temps que le petit baron. Elle s'appelle Jeanne Beauval. Elle est mariée à un acteur qui s'appelle Beauval. Beauval, toujours ses noms de campagne, hein, vous remarquez. Son vrai nom de Jeanne Beauval, je ne sais plus, Jeanne Pitou, un truc comme ça. Bon, donc la Beauval, elle est engagée, et son mari, qu'il faut bien engager, mais là, on est assez, comment dirais-je, costaud pour le contraindre à ne recevoir que demi-part. Lui, il n'a pas part entière, il rentre à demi-part. Et il doit en plus payer un gagiste sur sa part. Et donc, cette Jeanne Beauval, je vais y revenir parce que, évidemment, Molière écrira en partie un rôle pour elle. Elle avait un rire communicatif. Et si vous avez en tête Les Faubourgs de Scapin, vous savez pour qui Molière a écrit le rôle de Zerbinette. Et donc on recrute Jeanne Beauval. Il faut évidemment une lettre de cachet parce qu'on on recrute en cours d'année. Alors pourquoi on la recrute? Tout simplement parce que Madeleine Béjart a annoncé qu'elle voulait progressivement se retirer et bientôt prendre sa retraite. Elle ne peut pas le faire tout de suite parce que son frère, le petit Louis, il vient de prendre sa retraite. Donc de Béjart, pour laquelle la troupe doit payer, c'est beaucoup. Et donc elle attend un peu, mais on recrute déjà Jeanne Beauval à ce moment-là. Donc c'est en cours d'année. Il faut une lettre de cachet de Louis XIV pour pouvoir la prendre dans une troupe, pour la faire venir dans sa troupe. C'est la troupe du roi. Hein. Depuis 1665, ce n'est plus la troupe de monsieur, c'est la troupe du roi. Louis XIV se l'est appropriée. Et il a donc deux troupes du roi, hein, la troupe de l'Hôtel du Bourgogne et la troupe de Molière. Et voilà. Et puis enfin, en 72, je finis du vivant de Molière, donc une dernière actrice fait son entrée. Alors cette actrice-là, elle entre en fait parce qu'elle épouse, elle gravite depuis, on est en 72, depuis presque 20 ans autour de la troupe. Elle est la fille d'un homme très connu pour ceux d'entre vous qui adoraient Cyrano de Bergerac. Vous connaissez le pâtissier Ragueneau. Eh bien, le pâtissier Ragueneau, quand il a fait faillite à la fin des années 40, il part dans le sud-ouest et il rejoint la troupe. Il prend un nom de guerre, le sieur de l'étang. Il joue les utilités, évidemment. Il a une femme qui devient la servante des comédiennes, une jeune petite fille qui devient aussi la servante des comédiennes, qui va grandir, qui va être aussi ouvreuse du théâtre au Palais Royal, et qui, à 34 ans, c'est pas très jeune au XVIIe siècle, épouse le bras droit de Molière, à 33 ans, pardon, Lagrange. Et à ce moment-là, Lagrange arrive à la faire entrer comme comédienne. On imagine que ça fait 20 ans qu'elle veut devenir comédienne, mais elle est dénuée de talent puisqu'elle ne garde, on la fait rentrer à demi-part. Et plus tard, après la mort de Molière, Lagrange sera toujours en train de se battre pour imposer sa femme comme actrice. Voilà, si vous voulez avoir une idée de ce groupe de femmes, vous prenez une pièce qui s'appelle l'Impromptu de Versailles. Et là, vous avez, comme il y a toute la troupe dans l'Impromptu de Versailles, y compris Mademoiselle Ducroisy, qui n'est pas encore virée, vous avez une jolie liste. Et l'intérêt de l'Impromptu de Versailles, c'est que Molière distribue des rôles en indiquant comment chacun doit jouer en fonction des habitudes qu'il a de jouer. Notamment, Marquise du Parc doit jouer la façonnière, bien évidemment, la précieuse façonnière qu'elle joue depuis quelque temps. C'est la raison pour laquelle il va lui confier, avant qu'elle quitte le théâtre, le rôle de, c'est Climène, Arsinoé dans Le Misanthrope. J'ai oublié de préciser que Duparc, le gros Duparc, meurt en 64. Marquise est veuve. Elle va devenir bientôt l'amante de Racine.
Racine qui écrit pour elle donc un rôle très important dans sa deuxième pièce qui est Alexandre le Grand en 65 et qui se brouille avec la troupe de Molière pour des raisons compliquées et donc conduit Marquise à quitter la troupe de l'hôtel de Molière pour passer à l'hôtel de Bourgogne. Il est en train de lui écrire un rôle sur mesure qui s'appelle Andromaque dans la pièce du même nom. Malheureusement, elle n'en profitera pas longtemps puisqu'Andromaque est créé à la fin de 67 et un an plus tard, elle meurt d'une fausse couche, plus probablement d'une fausse couche. Voilà. Donc, voilà l'histoire de Marquise qui, vous voyez, a été obligée de quitter la troupe de Molière pour trouver véritablement un rôle à sa mesure parce que Molière lui faisait toujours passer quelqu'un d'autre avant. L'important, c'est de savoir qu'il y a une part égale une voix. Une part, une voix. Donc, en fait, quand on dit souvent c'est Molière qui prend de telles décisions, c'est faux. C'est la troupe qui prend des décisions. Ce n'est pas Molière qui décide de demander à Corneille, d'acheter à Corneille, parce que c'est en gros, on lui a acheté, on lui a donné 2000 livres d'avance pour avoir son Attila. Ce n'est pas Molière qui décide de demander d'acheter Attila à Corneille, c'est la troupe qui décide ça. C'est pas Molière qui construit, qui fait réparer le théâtre du Palais Royal lorsque le Petit Bourbon est construit. C'est d'autres membres de la troupe. Mais là, on voit, il y a une répartition. C'est qu'à part Madeleine Béjart, qui était en gros une femme d'affaires aussi, hein, elle devient une femme d'affaires, elle investit dans des tanneries dans la vallée de la Bièvre à Paris. Elle avait investi dans des décors. Manifestement, elle est louée à sa propre troupe dans certains cas. Donc, bon. Et si je parle de ça, c'est qu'à part elle, c'est pour ça que c'est elle qui loue le Théâtre du Marais à l'été 58, mais à part elle, et après, elle ne fait plus ce genre de choses, elle ne fait plus que gérer ses propres affaires tout en étant comédienne. Eh bien, à part elle, on ne voit pas de comédienne qui a des rôles importants dans la gestion. Ce sont les garçons qui tiennent les comptes, les fameux registres annuels, qui passent les commandes, qui suivent les travaux, etc. Alors, pour en venir maintenant à la question du choix des rôles. Pour les reprises, comme je l'ai dit, il y a eu une préséance au début, mais à partir de... Donc, pour les créations, c'est l'auteur qui distribue, et donc, Molière distribue ses propres pièces. Donc, Madeleine Béjart a les premiers rôles tragiques. Elle partage les rôles d'amoureuse avec Catherine Debris. Ça, je l'ai déjà dit, donc je fais la synthèse. Hein. C'est pour ça qu'on les retrouve, et pour la comédie et pour la tragédie, on les retrouve dans Madelon et Cato dans Les Précieuses Ridicules. Geneviève Béjart, elle joue les utilités. On ne la voit pas dans un seul rôle, même de second plan. Hein. Marquise, j'en ai parlé, puisqu'elle va quitter la troupe. Et puis, donc, Armand vient et prend la place de Madeleine, comme je vous l'ai dit. Et c'est à partir de là que Molière va écrire. Alors, est-ce qu'il écrit des rôles pour Armande? Non, il écrit des rôles de jeunes premières ou de jeunes femmes élégantes de ces bourgeois que sont, pardon, de ces bourgeois que sont Orgon dans le Tartuffe, ou de jeunes amoureuses dans l'Avare, où donc elle joue elle aussi entre les très jeunes femmes de deuxième mariage, comme dans Tartuffe, ou dans les jeunes amoureuses, comme dans la plupart des autres pièces. Et donc, elle est évidemment en rivalité, elle est plus qu'en rivalité avec Catherine Debris, puisque quand il y a un seul rôle d'amoureuse, c'est Armande. Et Catherine Debris s'efface évidemment derrière. Alors, est-ce que Molière écrit des rôles spécifiques pour des actrices? Quand on lit la critique de l'École des femmes, c'est très intéressant parce qu'on voit que Molière joue avec... vous savez, la critique de l'École des femmes se déroule dans un salon mondain, hein, un salon galant, comme on disait au XVIIe siècle, et dans les salons qui sont tenus par les dames, qui sont le principal public de Molière avec les cavaliers qui viennent fréquenter les salons, eh bien, dans ce salon, il est tenu par l'hôtesse, qui est Uranie, et qui est jouée par Madeleine Béjart. Et sa jeune cousine, qui est jouée par sa fille, Armande Béjart. Et on voit déjà que c'est la femme raisonnable, d'un âge non défini, mais qui est plus âgée, etc. Et donc, c'est elle qui est porteuse de la sagesse, alors que la jeune fille qui joue le rôle de la cousine
eh bien, qui va jouer le rôle de Célimène, hein, parce que vous savez, on va retrouver un schéma de deux cousines, Éliante et Célimène, dans Le Misanthrope, qui est une comédie de salon. Molière a pris la critique de l'école des femmes et l'a fait grandir jusqu'à cette comédie de salon qui est Le Misanthrope. Eh bien, donc, on va retrouver ce schéma-là, sauf que, évidemment, dans Le Misanthrope, Madeleine ne va pas jouer dans un premier temps. Elle va simplement devoir jouer le rôle d'Arsinoé lorsque Marquise s'en va pour passer à l'hôtel de Bourgogne à Pâques 1667. Je rappelle que Misanthrope, qui était en préparation depuis 1 an et demi, a été créé à l'été 1666. Alors, la dernière question. Alors, Marquise la façonnière, évidemment, elle joue le rôle de façonnière. Dans la critique, dans le Misanthrope. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose comme indice que Molière écrive. Il fait jouer comme il l'entend, et là on voit dans l'Impromptu de Versailles, la distribution de rôle est très significative. Il veut faire parler, il veut faire comme il l'entend, il veut faire articuler les pédants et les savants d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'il faut articuler bien évidemment dans Les femmes savantes, qui ne sont pas Molière en train de se renier dans son souci d'égalitarisme, mais c'est une satire de la pédanterie. Hein, les femmes savantes, c'est les femmes pédantes. La pédanterie est un vieux thème que tous les galants détestent les pédants, et donc Philamène, sa sœur, et ça fait sa belle-sœur et sa fille, sont évidemment, sa fille aînée, sont évidemment la cible très exacte de ce type de personnage. On a en horreur les dévots, et ceux qui se piquent de savoir. Et Madeleine de Scudéry, dans un de ses textes, elle fait dire par un de ses personnages qu'elle considère qu'il est fort bien qu'une femme sache des choses, sache même beaucoup de choses, mais que jamais elle n'en fasse état, et que jamais elle n'en fasse étalage, et que jamais elle ne cultive la science pour la science. Et évidemment, on voit bien que Molière joue, encore une fois, comme dans tout son théâtre, avec l'utilisation de ce thème mondain dont il fait un sujet de satire. Je termine avec la question dernière que l'on m'avait posée, celle du travesti féminin. Le petit Louis, est-ce qu'il a joué des rôles de femme ou de jeune fille au tout début où il était dans la troupe? C'est bien possible. Mais en tout cas, pourquoi se met-il à jouer à partir de 1664, donc Tartuffe, c'est lui qui interprète le rôle de Madame Pernelle, la grand-mère? Eh bien, est-ce que c'est Molière qui a tout d'un coup l'idée géniale de... Mais non, en fait, il faut savoir qu'au début du siècle, il n'y avait pas de comédiennes professionnelles. Elles apparaissent... Il n'y avait que dans certaines troupes italiennes qui avaient des actrices professionnelles. Elles apparaissent en France à la fin du XVIe, surtout au début du XVIIe siècle. Elles prennent progressivement de la place, ce qui veut dire que jusqu'alors, les femmes, les rôles féminins étaient joués par des hommes en travesti. Si vous avez en tête Hamlet, souvenez-vous du dialogue entre Hamlet et le jeune comédien à qui il dit « Oh là là, tu commences à avoir du duvet, bientôt tu ne pourras plus jouer les rôles que tu jouais jusqu'à présent. » Et donc, on a joué pendant longtemps les rôles féminins, et à partir des années 1610-1620, les hommes jouent plus que les rôles de vieilles femmes et de nourrices. Je ne sais plus dans quelle pièce, c'est dans La Veuve ou dans Mélite ou dans La Veuve, je ne sais plus, dans l'une des deux ou trois premières, dans les deux premières pièces de Corneille, il y a une nourrice, et évidemment, c'était un rôle d'homme. Voilà. Donc, Molière a garder cette tradition où la nourrice ou la vieille continue à être jouée par un homme, même lorsque les comédiennes professionnelles ont fait leur apparition. Et donc, l'idée d'ouvrir et de fermer son Tartuffe en 3 actes, hein, j'insiste bien sur ce Tartuffe en 3 actes qui est celui de 1664, et qui se termine évidemment non pas sur l'acte 5 que l'on connaît, où l'envoyé du roi vient mettre Tartuffe en prison parce que Tartuffe il avait été démasqué et chassé ridiculement, comme on aurait dû le voir aujourd'hui à la fin de l'acte 4. Et lorsque donc Molière comment il finissait sa pièce? Avec le retour de la vieille Madame Pernelle. Donc Louis Béjart, il faisait Madame Pernelle au début, et il faisait Madame Pernelle à la dernière scène, qui était le retour de Madame Pernelle, qui refuse de croire. Et ce qui fait que Dorine, Madeleine Béjart,
dit à Orgon, furieux contre sa mère, à qui il explique que pourtant, lui, il a tout vu. Elle lui dit, vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit point. C'est une magnifique chute de cette première version. Et donc, c'est Louis Béjor. Alors, pourquoi, pourquoi c'est Louis qui, puisque jouer une vieille, c'est pas la peine d'être le plus jeune membre de la troupe, ça sert à rien puisqu'il joue une vieille. Alors pourquoi c'est lui qui va assumer ça? Parce que évidemment, il joue en général les troisièmes rôles ou les deuxièmes rôles. Il joue le rôle du valet La Flèche dans l'Avare. Euh, et donc, en fait, si on procède par déduction à partir des hommes de la troupe, dans Tartuffe, Molière joue Orgon, Ducroisy joue Tartuffe, Hubert joue Cléante, Molière Orgon, Ducroisy Tartuffe, Damis est joué par Hubert, Cléante est joué par un autre acteur qui est rentré dans les années 60, Latourilière. Lagrange, il se réserve pour les rôles de jeunes amoureux. Il ne joue pas dans la première version de la pièce, puisqu'il n'y a ni Valère ni Marianne dans la première version en 3 actes. Et donc, Lagrange aurait pu jouer, mais comme il joue toujours les rôles d'amoureux, Lagrange, il ne va pas s'abaisser à jouer un rôle de vieille femme. Et donc, du coup, c'est naturel que ça revienne à Louis Béjart. Je termine. Quels autres rôles de travesti il y a? Eh bien, en fait, Louis Béjart, comme je l'ai dit, il prend sa retraite en 70. Or, on a encore 2 rôles de travesti en 70. Un en 70, Madame Jourdain. Et, pardon, j'oublie, il joue un deuxième rôle de travesti, c'est Madame de Sautanville dans le Georges Dandin. Donc, il joue les rôles vous voyez, après la vieille, il se met à jouer les rôles de bonne femme, grande, sotte. Et ensuite, donc, il prend sa retraite et c'est Hubert qui donc joue Madame Jourdain dans Le Beau Jean Gentilhomme et c'est Hubert qui va jouer Philamente dans Les Femmes savantes. Donc, vous voyez comment on est passé du rôle de la vieille, issue de la tradition des françaises des années 30, 40, où on jouait encore en travesti les vieilles, à celui de la bonne femme à la fin de la carrière de Molière. Alors, la question finale, je ne sais pas y répondre, c'était, que m'avait posé Philippe, c'était a-t-on des sources pour éclairer leur éventuelle intervention dans le processus de création? Ben non, je ne sais pas si lisait ses œuvres, ses pièces, ses scènes à Armande dans leur intimité, si Armande lui donnait des idées, on n'en sait rien du tout. Mais probablement que quand on voit que, par exemple, l'impromptu de Versailles, il y a un passage extraordinaire qui est celui dans lequel Molière imite les comédiens rivaux de l'Hôtel de Bourgogne. Et qu'on lit les textes contemporains dans lesquels on se moque de Molière en lui disant « ton impromptu de Versailles, c'est un impromptu de 3 ans », et qu'on apprend à ce moment-là que ça fait des années que Molière, lorsqu'il était invité, en fin de repas, il se mettait à imiter, parce qu'il avait un talent d'imitateur exceptionnel, apparemment, imiter les comédiens de la troupe rivale, eh bien, on voit que Molière utilisait des éléments comme ça de travail ou de jeu pour nourrir ses pièces de théâtre. Je dis bien de travail ou de jeu, et je termine là-dessus, parce qu'il y a une question que vous pourriez me poser et que j'anticipe, qui est la suivante. C'est que, est-ce que la vie de Molière a influencé sa création? Est-ce que la jalousie de Molière, victime des infidélités d'Armande Béjart, ont-elles conduit Molière à devenir misanthrope et à utiliser si souvent le thème de la jalousie sur son théâtre? Eh bien, la réponse que je donne, c'est 1. Au XVIIe siècle, enfin jusqu'au XVIIIe siècle presque inclus, on ne fait jamais passer quoi que ce soit de son moi dans des œuvres de fiction, je dis bien les œuvres de fiction. C'est hors de la pensée même, c'est hors de la conception qu'on puisse se faire d'une œuvre de fiction. Alors vous allez me dire, mais alors? Mais je réponds, aucun texte contemporain du vivant de Molière n'a fait jamais la moindre allusion, alors qu'il avait beaucoup d'ennemis, à quelque infidélité d'Armande Béjart. Elle était courtisée comme toutes les comédiennes. D'ailleurs, Molière, dans l'impromptu de Versailles, s'amuse à faire une scène dans laquelle il y a un galant, un fâcheux des coulisses qui vient dire un petit mot, etc., qui vient faire sa cour à toutes les comédiennes. Mais elle était courtisée, mais pour autant, et pourtant, je répète, Molière avait des ennemis. Dans ce pamphlet contre Molière qui s'appelle Élomire, Élomire c'est l'anagramme de Molière, Élomire hypocondre, eh bien,
Isabelle, qui est la transposition d'Armande, eh bien, elle est présentée comme, alors que c'était le moyen de montrer son mépris pour Molière, etc., elle est présentée au contraire comme très amoureuse, enfin qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari est en train de devenir fou puisqu'il se croit malade, il veut absolument être malade, donc c'est un malade imaginaire. Vous comprenez pourquoi Molière va écrire le malade imaginaire, non pas parce qu'il était malade, j'insiste bien là-dessus, Molière n'était pas malade, il a juste chopé une infection pulmonaire 15 jours, 3 semaines en février 1673, et de même, il n'était pas cocu, et c'est pas pour ça qu'il a parlé de la jalousie. S'il a parlé de la jalousie, c'est parce que le thème fondamental de toutes les nouvelles et pièces espagnoles de la première moitié du XVIIe siècle, c'était, en gros, une femme est impossible à garder. Soit elle est vertueuse, elle se garde toute seule. Si elle a décidé de tromper, le plus solide verrou ne parviendra pas à cela. Et donc, le jeu sur la jalousie, ça parcourt toute la littérature espagnole, dont se servent, qu'adaptent tous les confrères de Molière. Et surtout, c'est un thème constant de discussion dans les salons. On le retrouve dans les romans de Mademoiselle de Scudéry, puisque dans une époque où les mariages sont arrangés, et évidemment, l'amour ne naît pas dans le mariage, sauf dans 10% des cas, par chance. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le mari est un peu amoureux de sa femme sans avoir vraiment, etc., et qu'elle est courtisée par des galants? Que doit-il faire? Comment doit-il se comporter? Quel type de jalousie doit-il avoir? Tout ça, c'est l'objet de discussions infinies dans les salons. Et donc, c'est un thème normal pour Molière qui reprend toute la thématique des discussions des salons dont il fait des sujets de satire. Et donc, alors vous allez me dire, mais pourquoi il écrit le misanthrope? Ben, il n'écrit pas le misanthrope parce qu'il était misanthrope. L'histoire littéraire qui ne sait rien sur les pensées de Molière. Même moi qui ai écrit 400 pages sur Molière, je ne sais rien sur les pensées intimes de Molière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'Antiquité, lorsqu'on ne sait rien sur un personnage, enfin sur un auteur, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans ses œuvres des idées et des paroles qu'il fait dire à des personnages, on les lui prête, et le problème, c'est qu'après, quand on est à l'école, on nous fait réinterpréter l'œuvre en fonction de la vie de l'auteur qui a été fabriquée à partir de ses œuvres. Vous voyez le serpent qui se mord la queue. Et Molière n'a pas la réputation d'être particulièrement misanthrope. Il n'est pas devenu misanthrope à cause de ses infidélités. Évidemment, quand on regarde la structure, enfin, la genèse de la pièce, que j'essaie d'expliquer, et dans la Pléiade, et aussi, en gros, je reprends les mêmes idées, bien sûr. Et là, on ne peut pas avoir les idées, c'est les mêmes. J'explique que le misanthrope, en fait, dans la version première du misanthrope, c'était l'atrabilaire amoureux. C'est-à-dire le jaloux compulsif amoureux. Et si vous regardez bien, alors vous allez me dire, mais pour quelle raison il fait le misanthrope? Tout simplement parce que Tartuffe a été interdit, que tout d'un coup il se dit, comment vais-je faire pour faire passer mon Tartuffe? Bon, je vais le transformer, je vais l'écrire en 5 actes. Le directeur de conscience va devenir un aventurier, tout ce qu'il va fabriquer au 5e acte, mais aussi, il sort un truc qui est le but de la comédie étant de corriger les vices des hommes, ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Quand vous lisez la critique de l'école des femmes et l'introduit de Versailles, vous voyez que le but de la comédie, c'est de faire rire les honnêtes gens. Comment? Eh bien, en se moquant des comportements, comme aujourd'hui font les humoristes qui font des stand-up ou autres. Et tout d'un coup, au moment où il est en train de dire « Non, je n'ai pas fait la satire de la dévotion, de la vraie dévotion. J'ai fait la satire de l'hypocrisie, de la fausse dévotion, parce que le but de la comédie, c'est de corriger les vices des hommes. Et l'hypocrisie étant un des vices les plus, hélas, répandus, etc., je ne pouvais mieux faire que de m'attaquer à ça. Et donc, désormais, il va falloir qu'il trouve des sujets qui ont une apparence de sujet moral. Paf, le misanthrope, paf, l'avare. Mais quand vous lisez l'avare, c'est un centon des trucs les plus délirants que puisse se faire un avare. Ce n'est pas un portrait d'un avare, bien sûr. C'est un jeu avec tous les traits d'avarice qu'on peut fabriquer, etc. Donc, ce n'est pas un théâtre, absolument pas un théâtre moral. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le misanthrope, il a l'idée géniale de faire son atrabilaire amoureux un misanthrope. Mais si vous lisez la pièce, il n'y a rien de comportement d'un misanthrope. Il accepte d'écouter jusqu'au bout, malgré tout, le Oronte avec son sonnet. Il accepte de la réconciliation, alors qu'un misanthrope, il ne faudrait même pas aller chez les maréchaux pour la réconciliation formelle avec Oronte. Il tolère de fréquenter le salon de Célimène. Et les mots de misanthropie et de tout ça, ça apparaît à l'acte 1, scène 1, et à l'acte 5, scène 1. Le reste de la pièce, il n'y a pas un seul endroit où l'on parle de misanthropie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'opportuniste
Molière, il n'a pas fait passer sa misanthropie. Sauf qu'on a reconstruit, après coup, comme je l'ai dit, son caractère à partir de là, et que l'on a mis en cause cette pauvre Armande. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on est allé chercher ça? Mais tout simplement parce que, et je termine là-dessus, c'est promis, ça fait quand même 1h30 que je parle, non? Je ne sais plus. Parce que depuis que les comédiens professionnels existent, qui sont des femmes qui vivent dans la troupe avec les comédiens, eh bien, évidemment, il y a un leitmotiv qui s'est répandu, renforcé évidemment par l'Église qui honnit les comédiens. Vous savez qu'il y a dans certaines, c'est très variable, hein, mais dans certaines paroisses, on ne veut pas enterrer les comédiens. Ils sont exclus de la communion. Au Moyen-Âge, le droit canon, qui n'a jamais été aboli, les considère comme infâmes. Infâmes, infama, ça veut dire qu'ils n'ont aucune réputation, qui sont dépourvus de réputation. Et ça veut dire quoi d'être infâme? Ça veut dire qu'on ne peut pas témoigner en justice. Et la première fois que... Et donc, ça contribue au fait que les femmes sont toutes à tous dans ces troupes. Elles sont courtisées. Donc, les comédiennes sont... Et donc, il y a des, comment dirais-je, il y a des calomnies qui sont constamment en train de circuler sur les comédiennes. Et il se trouve que, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que du vivant de Molière, il n'y a rien qui circule. La première fois qu'il y a une attaque contre Armande Béjart, c'est 3 ans plus tard, à l'occasion de... Il se trouve que il y avait un musicien important, parce que c'était son chef de chœur, de l'orchestre de Lully, qui était furieux contre Lully et qui avait déclaré dans un repas qu'il voulait tuer Lully, etc. Enfin, l'affaire avait pris des proportions telles que Lully avait porté plainte et qu'il avait appelé des témoins. Et parmi les témoins, il y avait Armande Béjart qui venait témoigner qu'effectivement, elle était là pendant ce repas, etc., et qu'elle a eu d'autres... Et qu'est-ce que fait le nommé Lagrille, qui est accusé, etc. Eh bien, il fait ce qu'on faisait à l'époque, heureusement, on ne le fait plus vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire il publie des factums, ce qu'on appelle des factums, des pamphlets, dans lesquels il accuse les témoins de toutes les choses les plus horribles, parce qu'il s'agit évidemment de les décrédibiliser, de les rendre infâmes au sens, comment dirais-je, courant du terme, vis-à-vis des juges. Et donc, il accuse Armande d'être infâme au sens propre du terme, et là, il va rechercher l'histoire du droit canon à ce moment-là. Et évidemment, qu'est-ce qu'il accuse? Il sous-entend que cette femme, dont on savait qu'elle était la fille de Madeleine, dont il y avait dans certains milieux quelques plaisanteries qui avaient couru, notamment, j'ai trouvé dans le carnet personnel du célèbre médecin Guy Patin, dont on a conservé la correspondance et qui sert de modèle en partie à Diaphorus, puisque Guy Patin, il était contre la circulation du sang, il avait été le doyen de la faculté de médecine de Paris. Enfin bref, le Guy Patin, dans son carnet, il écrit Molière a épousé une très belle femme, fille d'une comédienne, très belle, fille d'une autre comédienne, et peut-être la sienne propre, parce que chez ces gens-là, on n'y regarde pas de si près. Donc, vous voyez, il y avait des plaisanteries sur le fait que Molière avait pu faire un mariage incestueux. Et évidemment, dans ce factum, on voit apparaître le fait que Molière est malheureux, il est mort de désespoir parce que sa femme couchait avec tout le monde, sauf avec lui, qui était à la fois son mari et son père et son mari, etc., etc. Il y avait un jeu. Et puis, donc, vous voyez, on est en 77 à peu près. Et puis, en 84, paraît en Hollande un recueil, un livre, non, une nouvelle, qui s'appelle La fameuse comédienne ou Les amours de la Guérin, parce qu'Armande s'était remariée avec un comédien de la troupe, la nouvelle troupe qu'elle avait rejointe après la mort de Molière, qui s'appelait Guérin, avec lequel elle a un enfant d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Guérin, qui avait gardé les papiers de Molière, et le pauvre, il meurt à 30 ans, et tous les papiers de Molière disparaissent pour notre grand désespoir. Enfin, ça m'a beaucoup servi, parce que du coup, je n'avais pas consulté beaucoup de papiers pour faire ma biographie, alors que ceux qui font une biographie de Proust, ils ont se tapé 50 000 lettres. C'est l'avantage de travailler sur les périodes reculées. Et je termine donc, et dans cette fameuse comédienne écrite, c'est un écrit anonyme, c'est ce qu'on aujourd'hui, mes confrères qui ont travaillé, mes collègues qui ont travaillé sur cette champ de littérature appellent des nouvelles diffamatoires. C'était la mode, il y en a eu sur Henriette d'Angleterre, c'était la mode de prendre un personnage très connu et de lui faire arriver des aventures invraisemblables, imaginaires,
Et en l'occurrence, évidemment, puisqu'on reprend les schémas de la comédienne légère, etc., eh bien, on fait arriver des choses légères à, Molière, à Armande. Et même ce pauvre Molière fait des confidences désespérées à son meilleur ami Chapelle. Et là, on a l'impression que le romancier, le nouvelliste, il était là, puisqu'il a noté verbatim ce que disait Molière, il les a enregistrés. Et en fait, quand on lit les paroles, les plaintes de Molière, et qu'on regarde le Misanthrope, on s'aperçoit que celui qui a fabriqué cette nouvelle-là, avec ses confidences de Molière à son meilleur ami Chapelle, il s'est évidemment inspiré des plaintes de Alceste dans le Misanthrope, lequel reprenait des morceaux de Don Garcia de Navarre, la pièce sinistrée de Molière, qu'il avait fait repasser dans cette pièce-là. Je vous remercie. Il y avait une question qui était restée en suspens lors de l'intervention de Daniel, Laïsa, sur les liens éventuels entre Molière et François Poulain de Labarre. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Non, on n'en a pas, mais je veux dire, ce n'est pas la peine d'en avoir au sens où, dans les milieux que fréquente Molière, et surtout dans les salons qui sont les éléments porteurs de la carrière de Molière, enfin de son public, qui constitue le nœud de son public, eh bien, la question, la grande période de l'égalité des sexes, c'est le milieu du XVIIe siècle dans les salons. C'est la période de 40 à 80, en gros, dans les salons. Après, ça va changer, puisque même là maintenant, qui fréquentait les salons et qui va œuvrer, vous le savez, à la fin des années 70 avec Saint-Cyr pour essayer de promouvoir une éducation équivalente à celle des hommes pour les jeunes filles de la pauvre noblesse. Donc, mais elle vient de ces milieux-là. Donc, dans ces milieux-là, il y a vraiment une revendication absolue, d'autant plus forte que ce sont elles qui sont les hôtesses. Et qu'on recrée une sorte comment dirais-je, de déférence un peu comme dans la littérature courtoise, sauf que là, c'est vraiment philosophiquement et presque politiquement inscrit. Donc, je veux dire que Molière, Molière qui était lui-même libertin, j'insiste au sens philosophique du terme, hein, c'est-à-dire qui était proche de ce groupe d'hommes. Ce n'était pas un groupe constitué, hein, mais de ces hommes qui, dans la lignée de Montaigne, remettaient en cause les dogmes, quels qu'ils soient, quels qu'ils fussent, que ce soit des dogmes religieux, ou politiques, ou de naissance, etc., etc. Eh bien, Molière faisant partie de cette mouvance-là, est évidemment appelé à déconstruire la conception paulinienne, c'est-à-dire de Saint Paul, c'est-à-dire chrétienne, catholique, du mariage, ou même chrétienne du mariage, qui fait que dans la conception chrétienne, la femme est soumise à l'homme. Les textes que l'on retrouve d'ailleurs, ce que dit Arnolphe dans l'École des femmes, c'est ça. Et Arnolphe, on fait la satire d'Arnolphe comme représentant du bon bourgeois qui a cette conception traditionnelle de la supériorité de l'homme pour qui la femme est à la fois sa servante, à laquelle elle doit entière obéissance, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que Molière n'a pas besoin, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais il n'a pas besoin, parce qu'ils fréquentaient les mêmes milieux, ils avaient les mêmes idées, etc. Et c'est pour ça que Une dernière chose à propos de ce libertinage, si vous voulez comprendre pourquoi Molière fait dire à Sganarelle dans Don Juan, comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? Vous comprenez pourquoi la médecine apparaît à partir de 1565, non pas parce que Molière a commencé à être malade, mais parce que lorsqu'on ne peut plus mettre la religion sur le théâtre après l'interdiction de Tartuffe, c'est la médecine qui prend le relais. Et pourquoi le dévot de la religion s'appelle Orgon, et pourquoi le dévot de la médecine, qui se met quasiment à genoux devant des hommes habillés en noir, qui parlent latin, etc., qui le menacent de la mort, etc., s'appelle Argan. Je veux dire, voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça en tête, vous pouvez, je pense, vous faire une idée des idées de Molière qui transparaissent dans son théâtre. Il n'écrit pas un théâtre à thèse, hein, mais tout ça, ça transparaît, surtout parce qu'il se sert de ça pour faire de la satire. J'ai une question, j'aimerais savoir comment les comédiennes étaient dénommées. Parce que je vous ai entendu, une fois vous avez dit madame, déjà. Mademoiselle. Une fois vous avez dit, ah oui, vous aviez dit madame, je l'avais noté. Oui, excusez-moi. En me disant, c'est curieux. Oui, voilà, on les dénommait par leur prénom sur les programmes, enfin sur les programmes,
Non, Dans la mademoiselle. distribution, non? Toujours mademoiselle. Toujours mademoiselle. Oui, si vous prenez d'ailleurs la table des acteurs, la table des acteurs, comme on disait, de l'impromptu de Versailles, vous l'avez donc dans n'importe quelle édition de Molière, vous avez donc Molière, Brécourt, Lagrange, Delagrange, Ducroisy, Latorillière, Béjart, c'est Louis, Mademoiselle du Parc, Mademoiselle Béjart, Mademoiselle de Brie, Mademoiselle Molière, Mademoiselle Ducroisy et Mademoiselle Hervé. Mademoiselle Hervé, c'était toujours Geneviève qui était là, qui avait pris le nom de sa mère parce que le nom de Béjart, il était devenu tellement célèbre à cause de sa sœur aînée, Madeleine, et que du coup, elle s'appelait… Voilà. J'ai une autre question éventuellement qui concerne comment les musiciens qui ont travaillé avec Molière. Y avait-il des femmes? Y avait-il des femmes musiciennes dans la troupe? Mais je ne sais pas quelle était leur place. Il y avait des chanteuses, mais est-ce que parmi les violonistes, les joueuses de théorbe, etc., les principaux instruments, il y en avait… Je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup. En revanche, il y avait des chanteuses qui étaient déjà des stars. Mademoiselle Hiller, on l'appelait le cristal humain. Et c'était une vraie… Je veux dire, à la cour de Louis XIV dans les années 60, et en gros, parmi les artistes, comment dirais-je, de théâtre, de spectacle, hein, il y en avait trois stars. Il y avait Lully, Molière et Mademoiselle Hiller. Et il y avait d'autres chanteuses qui étaient célèbres, hein, bon, mais bon, vous voyez, donc c'est surtout… par contre, j'avoue que je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je demande à Mathieu Franchin, qui doit savoir ça. Peut-être revenir quand même sur cette question que vous avez abordée d'abord en aparté sur le fameux fonctionnement républicain de la troupe. Oui. Est-ce qu'on a des témoignages de moments de tension au sein de cette troupe? Au sein de cette troupe, à part le moment où ils ont viré Mademoiselle Ducroisy, l'épouse de Ducroisy, j'en ai pas eu particulièrement. En revanche, à partir de la Comédie Française, puisque vous savez peut-être que après la mort de Molière, la troupe, on a pensé qu'elle allait être dissoute. Et il se trouve qu'il y a 4 acteurs de Molière qui passent à l'Hôtel de Bourgogne pendant le relâche de Pâques. Molière meurt en février, de 17 février. Après quelques jours de fermeture du théâtre, on reprend le Misanthrope, puisque Baron avait appris le rôle quelques semaines plus tôt, pendant que Molière était noyé par les paroles chantées, les paroles, etc., de son Malade imaginaire. Et du coup, et ensuite, on reprend le Malade imaginaire avec nommé Latorillière, qui est un membre important de la troupe depuis 62, il est rentré dans la troupe en 62, il venait du Marais, a appris le rôle d'Argan. Et puis on ferme, c'est le relâche de Pâques, pendant 15 jours, 3 semaines. Et à ce moment-là, le jeune baron, la Beauval et son mari, et la Torillière, avec évidemment l'essentiel du rôle, enfin, du manuscrit de Malade imaginaire, part à ce qui va obliger la troupe à demander à Louis XIV une lettre de cachet interdisant à toute autre troupe de représenter le Malade imaginaire jusqu'à ce que la pièce soit imprimée, puisqu'à l'époque, c'était l'usage. La troupe qui avait créé une pièce, elle en gardait l'exclusivité jusqu'à ce que l'auteur la fasse imprimer. Et vous imaginez que Armande va garder très longtemps le manuscrit, et il va falloir une édition pirate en 1974 pour que, du coup, il faille publier officiellement la pièce. Et donc, quand la troupe est dissoute, alors la troupe, elle paraît dissoute, à tel point que Lully, ça faisait 2 ans qu'il avait créé l'Académie royale de musique pour faire les opéras, qui réclamait un bâtiment royal pour ne pas payer un gros loyer dans le jeu de pommes qu'il avait fait aménager avec le décorateur, machiniste avec lequel il était associé. Et à ce moment-là, la troupe était foutue, et donc du coup, Colbert a suggéré à Louis XIV de donner le Palais Royal à Lully. Ça n'a pas été une brimade du tout. Et puis, Lagrange, Armande et quelques autres ont dit, mais on ne peut pas se laisser avoir comme ça. Et du coup, ils se sont associés avec quelques-uns des acteurs du Marais. Du coup, Colbert, il a fermé d'autorité la troupe du Marais. Il a fait passer une dizaine d'acteurs dans la troupe, l'ancienne troupe de Molière, qui demeure la troupe du roi. Et cette troupe du roi, donc, il y a désormais non plus 3 troupes, mais 2 troupes. La troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne et la troupe du roi
au Palais Royal. Il avait songé à fusionner ces deux troupes. Et puis, il y renonce pour je ne sais quelle raison. Et c'est en 1680 seulement, qu'il fusionne les deux troupes restantes de comédiens français qui devient la Comédie Française, ou le théâtre français, puisque les deux mots théâtre et comédie sont synonymes au XVIIe siècle. Pourquoi la Comédie Française? Parce que depuis les années 30, il y avait une troupe de comédiens italiens installée en permanence à Paris, et qu'il y avait la Comédie italienne à côté, bien sûr. Et donc, à partir de la création de la Comédie Française, on a, dans les années 80, à partir de ce moment-là, on a des procès-verbaux des réunions des comédiens. Et là, c'est très intéressant, ces procès-verbaux. Le terme, ce n'est pas procès-verbaux, mais j'ai oublié, je n'ai plus en tête, parce que ça fait quand même 2 heures que je fais travailler ma mémoire. Et donc, mais dans ces procès-verbaux, on a l'image de tension, parce qu'il s'agit souvent d'attribuer les rôles dans les reprises, au moment des retraites. Qui s'en va quand la Debris prend sa retraite? Qui est-ce qui va reprendre ses rôles? Quand Armande va prendre sa retraite à la fin des années 90, qui va reprendre ses rôles? Alors, en général, elle les lâche petit à petit. Mais, donc, il y a des tensions à l'intérieur de la groupe à ce moment-là. Et puis, il y a des tensions, évidemment, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les pièces qu'ils vont représenter. Et c'est le conseil qui décide des pièces représentées. Et là, on s'aperçoit que bien souvent, les femmes, elles s'en fichent, quoi. Elles sont moins souvent présentes que les hommes dans ces assemblées, les feuilles d'assemblée, voilà, c'est ça le nom, dans ces feuilles d'assemblée, enfin dans ces assemblées donc qui décident. Mais du temps de Molière, des tensions, il y a dû en avoir évidemment, hein, mais lesquelles, je pense que Molière jouissait d'une telle aura, d'une telle admiration de la part de tous les autres, non seulement comme acteur, excusez-moi, non seulement comme acteur il était devenu et s'était imposé comme un acteur exceptionnel depuis sa révolution de Sganarelle, mais comme auteur, donc du coup, voilà, donc il devait apaiser les conflits qui se déroulaient autour de lui. Mais pas de traces, pas à ma connaissance. Peut-être qu'un jour on trouvera des archives. Il y a également une question sur le fait, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune trace de la correspondance de Molière qui subsiste pareil? Ouais. Et vous savez, comme je l'explique souvent, Racine, il a eu 2 fils. Il a eu 7 enfants, hein, 2 garçons. Son aîné, d'ailleurs, qui, comme son père s'appelait Jean, enfin, ils l'ont appelé Jean-Baptiste finalement, parce que vous savez qu'on a toujours le même nom à cette époque-là, de grand-père en petit-fils, parce que le grand-père, c'est toujours le parrain. Et donc, on prend le nom du parrain. Donc, du coup, on a l'impression que c'est de père en fils, mais en fait, c'est de grand-père en petit-fils qu'on a. Bon. Et donc, l'aîné de Racine, Jean-Baptiste, il était éperdu d'admiration pour son père, au point de devenir neurasthénique après la mort de son père. Il a vendu la charge de secrétaire de la maison du roi qu'il avait, enfin, membre de la maison du roi qu'il avait, que son père avait acheté, et dont il lui avait fait avoir la survivance de son vivant, hein, la survivance agissante, exactement comme le père de Molière, qui était tapissier et valet de chambre, avait fait avoir la survivance agissante à Molière. Ça veut dire que Molière pouvait intervenir à la cour, même du vivant de son père, quand c'était son père qui en occupait, il pouvait échanger, etc. etc. Et donc, ce Jean-Baptiste Racine est perdu d'admiration. Et puis, il y a un petit dernier, le petit dernier, c'est le premier et le dernier, hein, sur les 7, qui s'appelle Louis Racine, qui va lui aussi, mais plus tard, parce qu'il était tout petit quand son père meurt en 1699, qui va lui aussi être éperdu d'admiration pour son père, mais comme il n'a pas connu son père, comme il n'a pas été écrasé par la personnalité de Racine, eh bien, lui, il s'en sort. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Eh bien, ils essayent de récupérer tous les textes touchant à leur père et toutes les lettres qu'il a pu écrire. J'ai calculé que Racine avait dû écrire entre 20, 30 000, 40 000 lettres durant sa vie. Parce qu'à l'époque, nous, on envoie des SMS, eux, ils envoyaient des billets, des lettres. Il y a les quelques lettres de Racine qu'on a conservées, il se plaint quelquefois de devoir écrire à tant de gens, etc. etc. Donc, il a dû écrire, comme Voltaire, qui a écrit 40 000 lettres, hein, il a dû écrire quelque chose d'équivalent. Or, ces 2 fils éperdus d'admiration pour leur père qui ont cherché à tout récupérer, ils nous ont récupéré que 200 lettres. De Corneille, on n'a qu'une 18 lettres. Et ce pauvre Molière, il a eu 4 enfants. 3 sont morts. 2 garçons sont morts, une fille est morte, et il reste Esprit, Madeleine
Pourquoi s'appelle-t-elle Esprit Madeleine Poquelin? Tout simplement parce que son grand-père s'appelait Esprit Raymond Comte de Modène et que sa grand-mère s'appelait Madeleine. Et donc le père et la mère d'Armande, pour ceux qui douteraient encore en disant « Ah, mais Armande, etc., de qui elle est la fille ?» c'est le meilleur révélateur, puisqu'à l'époque, c'était les grands-parents qui étaient parrains et marraines. Donc, Esprit Madeleine, Poquelin, qui est la seule survivante, qui grandit évidemment dans un couvent parce que sa mère, Armande, reproduisant ce qu'avait fait Madeleine pour elle, la tient soigneusement à l'écart du théâtre. Il la tient si bien à l'écart du théâtre que cette pauvre fille, elle ne s'approchera jamais du théâtre, sauf peut-être à 6 ans pour le grand spectacle de Psyché, où il faut qu'apparaissent des enfants, etc. Mais c'est tout. Le reste du temps, elle reste dans sa maison religieuse, dont elle sort à 25 ans, pour faire quoi? Pour épouser un organiste d'église. C'est-à-dire, vous voyez, le milieu dans lequel elle a vécu, elle ne voulait pas entendre parler de la profession honnie dans ces milieux-là de son père et de sa mère. Alors, il se trouve qu'elle avait un demi-frère, Nicolas Guérin, qui était le fils de Guérin et de sa mère. Et ce demi-frère qui nous parle, il a publié une pièce qui s'appelle Méliserte. Méliserte, c'est une pièce inachevée de Molière, et lui, il a réécrite les 2 premiers actes, et il a ajouté un 3e acte, en expliquant dans sa préface qu'il a cherché dans les papiers de Molière s'il y avait des indications pour finir la pièce, etc., et qu'il n'en a pas trouvé. Donc les papiers de Molière, ils existent bien, ils ont existé, mais le pauvre, il est mort à 28 ou 30 ans, avant son père qui le suit de peu, Guérin, et qu'est-ce qui hérite de tout ça? Armande meurt peu après. Qu'est-ce qui hérite de tout ça? Eh bien, personne. Esprit Madeleine, elle a dû mettre tout ça au feu. Voilà, donc tout a disparu. Alors, ne parlons pas des manuscrits, puisque vous savez qu'au XVIIe siècle, dès qu'une œuvre était publiée, on la mettait au feu. On n'a aucun manuscrit original d'aucun auteur de cette époque-là. Les seuls manuscrits que l'on a, ce sont les mémorialistes qui ont écrit pour eux-mêmes et qui n'ont pas fait publier. Et encore souvent, c'est de la main de leur secrétaire. Mais pour ceux qui, dès qu'on publiait, hop, au feu. La religion du manuscrit autographe, elle apparaît au XIXe siècle. Déjà un peu au XVIIIe, Voltaire est tellement conscient de ce qu'il vaut qu'il commence à... Mais voilà. Voilà pourquoi tout a disparu. Enfin, selon moi, hein, mais je ne vois pas d'autre explication vraisemblable.